Buddy Hield qui a remplacé Klay Thompson. Alors oui, il était en feu en début de saison. Là, comme tu l'as dit, il l'est plus du tout. Mais en plus, c'est pas une nouveauté. Buddy Hield, c'était un peu le cas quand il est arrivé aux Sixers l'an dernier. Il a commencé très fort les 5-10 premiers matchs. Et puis après, c'était à nouveau... On va mettre ça sur la vidéo YouTube, le moment. Ouais. C'était à nouveau catastrophique. Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Ça y est, on approche du All-Star Break, de la mi-saison, des Paris Games aussi d'ailleurs cette semaine. C'est donc l'heure, vous le savez, la tradition maintenant du deuxième 4 quarts chez Dunk Hebdo. À défaut d'un autre nom, Ben, je le sais, ça a encore été une fois une grande discussion autour de ce nom, mais qui est pour le moment entériné. Donc avec moi, pour ce point de mi-saison, vous l'avez compris, l'homme qui vit entre balle orange et balle ovale avec une couture en milieu en ce moment, c'est Ben. Comment ça va, Ben ? Ça va très bien. J'aurais parié que tu allais me parler de jeûne intermittent. Je suis trompé. Vu que ça a été, J'y ai pensé. Ça a été un autre sujet de la semaine. C'était le sujet de la semaine sur la conversation Dunk Hebdo. Non, ça va très très bien. Effectivement, je ne ferai pas plus de commentaires sur une autre ligue. Cette année, je fais profil bas avant, je l'espère, une explosion. Je l'espère. Écoutez, j'ai envie de dire, en tout cas, on te le souhaite, comme dirait Paganelli. Et donc, le troisième membre de Dunk Hebdo qui est avec nous, c'est aussi un nouveau membre du podcast 76, avec notre cher Amine pour parler des 76ers. C'est Matt. Comment ça va, Matt ? Ça va très bien, ouais. Ravi d'avoir lancé ce nouveau podcast avec Amine. Et puis, un peu comme Ben, entre la balle orange et la balle ovale, puisque mes Eagles jouent dans une petite heure et j'ai d'ailleurs raté le début du match. Ça devrait bien se passer. Normalement. Je n'ai aucune idée des détails de cette conversation. Ça va peut-être très mal vieillir comme séquence. Vous le saurez, vous, probablement, au moment de la sortie de ce podcast. Mais justement, ne tardons pas trop. Ça t'évitera de rater trop du match, Matt. Si vous êtes avec nous, eh bien déjà, merci de retrouver Dunk Hebdo. Vous pouvez nous retrouver partout, comme toujours. Les plateformes de podcast, YouTube pour nous voir, Twitter pour échanger avec nous, évidemment. Et on marque la petite pause protocolaire et on se retrouve pour le deuxième 4 quarts de la saison chez Dunk Hebdo. Alors messieurs, ça y est, mi-saison. Je rappelle tout de même le principe du 4 quarts pour ceux et celles qui nous découvrent à chaque quart de la saison. Donc on fait un point sur ce qui nous a marqué avec des statistiques comme point de départ. Donc on va parler chacun d'un joueur positivement, d'un joueur négativement, d'une équipe positivement et d'une équipe négativement avec une statistique pour démarrer la discussion. Et on va commencer par le positif à la mi-saison. Par le positif, et ça me fait plaisir pour le coup de lancer Matt. Matt, de qui tu vas nous parler et avec quelle stat ? Je vais parler de Zach LaVine et la stat que j'ai, c'est 46,5 et c'est la stat de pull-up à 3 points de Zach LaVine et en fait il est premier de NBA si on prend un total de 100 pull-up au total, il est tout simplement premier de NBA. Donc c'est vraiment un retour en fanfare de Zach LaVine, où on sait que l'année dernière il avait été pas mal blessé, il y a eu pas mal de soucis, il y a toujours ce côté avec Chicago, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va être tradé, est-ce qu'ils vont le garder, c'est encore un point d'interrogation, mais moi j'aime beaucoup cette saison de Zach LaVine, où on a vraiment retrouvé le joueur qu'il était avant. Il affiche d'ailleurs un true shooting plus, donc c'est l'efficacité par rapport à la moyenne de plus 11% par rapport à la moyenne. Et en fait, il avait déjà fait une saison comme ça, c'était en 2020-2021. Et voilà, c'est vraiment il est retourné au sommet du shooting, parce qu'on le sait. Moi, je pense que derrière Stephen Curry, je me demande si c'est pas lui le deuxième meilleur shooter de NBA. En tout cas, dans la variété des tirs, tout ça, moi, j'aime beaucoup. Puis ce qu'il faut pas non plus sous-estimer, je trouve, c'est sa capacité à driver, parce que c'est aussi un excellent driver. Et je me souviens d'un match là contre les Spurs où j'avais fait un thread d'ailleurs où il a attaqué en fait Wembanyama plusieurs fois, il forçait le switch sur Wembanyama et il l'attaquait dans le périmètre et il est arrivé à finir au cercle et il a vraiment fait un super quatrième quart-temps d'ailleurs lors de ce match-là. Oui, clairement, je vais aller dans ton sens. Forcément, c'est mon petit sujet de prédilection. Alors, comme j'en parlais avant qu'on commence à enregistrer, c'est un peu un stretch compliqué pour les Bulls en termes de victoire en ce moment, donc ça tombe mal. Mais tout de même, c'est vrai que la saison de Zach est super bonne, comme tu l'as dit. J'en avais d'ailleurs parlé sur Twitter, moi de mon côté, parce que comme tu le dis, déjà, c'est un excellent shooter. Alors, je ne sais pas à quel point, mais c'est vrai que c'est un excellent shooter, mais surtout, comme tu as rappelé, avec ses retours de blessure, là, ça va mieux. Il a retrouvé son premier pas, qui l'aide beaucoup. Son premier pas et son jump, qui l'aide donc à finir. Il a un egg time assez incroyable. Hein. Tout le monde était là pendant les concours de dunk il y a quelques années, qui lui permet d'éviter de faire des open under, d'éviter les contests. Et avec cette menace-là, ça lui ouvre des tirs. C'est un des meilleurs
shot creator, diraient certains, créateurs de tir pour lui-même, en tout cas de la ligue. Et c'est vrai que quand ces derniers temps, on entend qu'il n'y aurait pas de marché pour Zach LaVine, j'entends évidemment la question du contrat, mais je trouve ça assez surprenant, puisque si on le sort de la création primaire qui a essayé d'être fait à Chicago ces dernières années, il a quand même un peu progressé là-dessus. Je trouve que son playmaking secondaire est quand même d'un bon niveau. Il a une bonne entente avec Vucevic, notamment chez nous sur pick and roll. Il fait les lectures sans trop se forcer. Alors évidemment, de l'autre côté du terrain, il y a quelques oublis parfois défensifs, plus qu'une manque de compétences. Il y a plutôt des oublis. Je préfère dire ça comme ça. Mais globalement, il fait une super saison. Enfin, en tout cas, dans cette saison des Bulls, qui est la même que d'habitude, c'est-à-dire qu'à la mi-saison, on a le même bilan que depuis 3 ans à 1 ou 2 matchs près. Et ben voilà, c'est une des petites étoiles. Tant qu'il porte le maillot des Bulls, je ne sais pas si ça durera encore longtemps. C'était un peu le sujet de la semaine dernière d'ailleurs, Ben. Ouais, moi ce que je trouve fascinant, c'est la claque qu'il met aux autres en termes de stats. C'est que si tu prends le moment du 4 quarts qui nous intéresse, donc depuis alors ça dépend. Il n'y a pas les mêmes méthodes chez Dunk Hebdo. Moi je prends le jour d'enregistrement comme point de départ. Depuis le 7 décembre, on va se racler la gorge, c'est mieux comme ça. Depuis le 7 décembre, il est à 52% sur les pull-ups. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pris les joueurs qui ont tenté plus de 50 pull-ups à 3 points. Il y en a 31. Il y en a 10 qui sont à plus de 40%. Il y en a 10, hein. Mais il y en a pas un qui est au-dessus de 46. Lui, il est à 52. Il met tout. Il met tout, en fait. Il met tous ses pull-ups. Et je rejoins Matt, j'en avais un peu parlé la semaine dernière. Son dernier quart contre San Antonio et Victor, c'est un quart de c'est un quart de All-NBA. C'est un carton de All-NBA qu'il a pondu. Donc, bravo à Zach. Et moi, je regarde pas autant Chicago que toi, Adrien, mais je l'ai jamais vu à ce point en termes de shooting. Enfin, il est chaud bouillant là en ce moment. Ouais, je pense, je sais pas les stats tous les yeux avant de te redonner la parole, Matt, mais effectivement là, il y a une sensation de tranquillité et du coup de sérénité donc de son tir. C'est vrai qu'il a toujours eu cette fluidité. Moi, j'ai toujours considéré que son tir, comme tu disais, Matt, était un peu sous-estimé, qui fait vraiment partie des très bons shooters parce qu'en pull-up il est excellent, mais c'est aussi un très bon shooter de catch and shoot. Il a une range assez longue comme la plupart maintenant des shooters élites de la ligue. Bref, il est très dangereux et ajouté à sa création même sur mi-distance, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui est obligé d'être respecté par les défenses et ça fait du bien du côté de Chicago. Oui, puis en plus même comme je disais, la menace au cercle, j'ai l'impression est sous-estimée. Si par exemple tu le mets à côté d'un fort playmaker où tu peux profiter un peu de sa vitesse et d'aller au cercle, je pense que limite ce sera un super rôle pour lui. Et même le playmaking, il y a plusieurs séquences où effectivement tu en parlais, le playmaking avec le big, ça il arrive bien à le faire. Alors oui, on n'est pas sur du playmaking de très très haut niveau, mais en même temps, si c'était le cas, il serait top 10 NBA en fait. Donc voilà. Et pour revenir un peu à la défense, oui, il y a des oublis, mais je le trouve pas non plus si mauvais que ça. En tout cas, Chicago a déjà été top 10 défense quand Zach LaVine jouait. Et je me dis que s'il est inséré dans un bon système défensif, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas en tout cas. En tout cas, je le vois pas comme un gros défaut de son jeu. Et petite dernière chose aussi pour reparler de son contrat, puisque à chaque fois qu'on entend les rumeurs de trade, on parle de son contrat. Mais ce que j'aimerais dire, c'est en fait, si tu prends un peu les joueurs concurrents à son poste, j'ai noté, alors Zach LaVine, ce qu'il faut savoir, il gagne 30% du cap. J'ai pris Jaylen Brown, il gagne 35% du cap, Bradley Beal, 35%, et Jamal Murray, 30%. Donc en fait, en soi, oui, le contrat est énorme, mais quand tu regardes les joueurs concurrents, c'est soit plus, soit équivalent. Donc au final, oui, il est cher, mais je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré, puisqu'au final, les joueurs concurrents de lui gagnent la même chose. Et cette année, c'est de loin le meilleur joueur des 4. Hein. C'est ça. C'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a cette contrainte peut-être du nouveau CBA, on en parle un peu en filigrane de temps en temps dans les podcasts, mais qui fait que c'est pas spécifiquement le contrat en lui-même qui va poser problème, mais la difficulté pour les équipes d'absorber ce type de contrat dans le CBA actuel. Et dernière chose, parce que tu l'as évoqué, c'est vrai que c'est un point intéressant qu'on remarque sur la longueur de la saison des Bulls, c'est qu'à la fois avec l'arrivée de Giddey, j'aurais beaucoup de choses à dire sur Giddey, même si c'est pas le sujet, mais aussi le retour de Lonzo Ball, Zach LaVine a retrouvé la confiance dans son jeu off-ball. Et dans ses cuts, tu parlais de son slashing, mais il y a aussi ses cuts off-ball où en fait, il va faire les déplacements parce qu'en fait, il a confiance sur le fait que la balle va arriver parce qu'ils sont capables, ces deux joueurs qui sont capables de le trouver régulièrement et qui, grosso modo, il y en a très souvent un des deux sur le terrain, en tout cas quand Zach LaVine est là aussi. Et donc, une fois qu'il a retrouvé sa dangerosité off-ball, ce qui est aussi un point important pour un joueur qu'on considère donc là comme une seconde option élite, mais une fois qu'il y a ça, ça rajoute en plus une gravité supplémentaire
avec dans les moments où il va se retrouver avec la balle en main. Donc bref, c'est la saison parfaite, on va dire, pour Zach LaVine et la saison parfaite pour les Bulls peut-être pour que sa valeur soit au plus haut afin de l'échanger. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur Zach ou si on enchaîne sur un joueur un peu différent. C'est à toi qu'il faut poser cette question, hein, pas à nous. Non, je pourrais parler des Bulls en long, en large et en travers, mais c'est pas le sujet. C'est Josh Giddey visiblement aussi. Oui, ça fait partie en tout cas des grands changements du côté des Bulls de cet été. C'était celui de trader Caruso pour Josh Giddey. Mais on va vite passer à autre chose. Passons donc à un deuxième joueur, parce qu'on a quand même pas mal de sujets. Deuxième joueur positif. Deuxième joueur, d'ailleurs pas très très loin finalement dans le profil. Ben, de qui vas-tu nous parler et avec quel stat? Eh bien, je vais vous parler si on prend sur la saison, hein, pas juste sur ce quart de saison, le joueur qui se classe deuxième en termes de pull-up, en termes de réussite derrière, le bien nommé Zach LaVine, c'est Jordan Poole. Alors, j'aurais déjà aimé parler de Jordan Poole dans le premier 4 quarts. J'en faisais pas partie, donc j'en ai pas parlé, parce que, ironiquement, sa réussite sur pull-up est moins bonne ces dernières semaines qu'en début de saison. Là, sur le 4 quarts qui nous intéresse, il est à 43,7% sur pull-up, ce qui classe quand même dans le top 5 des mecs qui ont un gros volume en termes de pull-up. Pourquoi parler de Jordan Poole? Parce que c'est un peu la saison de la rédemption pour lui. L'année dernière, arrivé à Washington, début de saison cataclysmique avec les Wizards, vraiment affreux. Des problèmes d'attitude, des problèmes en termes de niveau de jeu, des problèmes d'adaptation à ce nouveau contexte. Beaucoup d'inconstance, ça aura marqué toute sa saison et je pense que ça marque peut-être plus ou moins sa carrière, mais parce qu'on va revenir sur le profil de joueur qu'il est, et un peu de mieux en fin de saison. Alors, Jordan Poole, il n'y a pas de grands changements sur le joueur qu'il est, j'ai envie de dire, par rapport à la saison dernière. C'est-à-dire que c'est toujours un joueur qui prend énormément de pull-up. 30% de ses tirs, c'est du pull-up à 3 points, en fait. Enfin, il y a une part de pull-up à 3 points qui est complètement folle. C'est toujours un joueur qui a une sélection de tirs qui peut parfois poser question. Les mecs de l'équipe d'Unkebdo le savent, je regarde beaucoup les Wizards cette année, parce qu'Alexandre Serre me fascine. Et quand tu regardes Jordan Poole en termes de sélection de tirs, oui, cette année, il aimait peut-être parce que je pense que psychologiquement, il y a peut-être plus de confiance, mais globalement, ça reste un joueur qui a une très mauvaise, on va dire, une diète de tir, un régime de tir extrêmement mauvais. Je crois que Basketball Index avait tweeté ça il y a un moment. C'était un joueur qui avait une des pires shot quality, mais une des meilleures shot efficiency. C'est-à-dire qu'il mettait de mauvais tirs, pour le faire simple. Et c'est ce qu'on voit alors. Ça reste Jordan Poole, c'est-à-dire qu'il y a des trucs inexplicables. Il tire pratiquement 10 points de moins bien en catch and shoot qu'en pull-up. C'est-à-dire que c'est un joueur élite sur pull-up et c'est un joueur moyen, voire mauvais sur catch and shoot, ce qui est quand même une anomalie quand il pense, ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, pour moi, c'est redevenu un joueur NBA. Tu parlais du CBA, Adrien, je pense que dans l'économie actuelle de la NBA, ça reste un joueur que tu peux pas vraiment toucher, tu peux pas y toucher si t'es une équipe avec des ambitions, mais c'est redevenu un joueur NBA et un joueur de rotation qui peut être une force en sortie de banc. Voilà, je pense que c'est l'idéal du profil de Jordan Poole et il redevient ce joueur-là. Donc, félicitations à lui. Question relance j'allais dire en piège, je dirais pas jusque-là, mais tout de même, Matt qui fait un peu le lien entre les deux joueurs, parce que justement, on est sur des profils un petit peu, enfin en tout cas comparables. Et ce que vient de dire Ben, c'est que oui, on retrouve Jordan Poole, du coup. Est-ce que toi, Matt, tu as confiance dans le fait que c'est ce Jordan Poole, le joueur auquel on doit s'attendre à court terme, on va dire court-moyen terme, ou est-ce qu'on est sur une surchauffe aussi? Je sais pas quel est ton point de vue sur Jordan Poole. Je suis plus partagé. Je pense que oui, le Jordan Poole de l'année dernière, c'était pas le vrai Jordan Poole, tellement c'était catastrophique le niveau. Après, l'écosystème Warriors est tellement particulier que je me demande un peu quand même. Parce que, ouais, en fait, des fois, Steve Kerr le mettait titulaire. Des fois, il le mettait en sortie de banc. Lors des playoffs, il était souvent en sortie de banc et c'est vrai que ça marchait bien. Là, j'ai regardé sa fréquence au cercle, c'est sa meilleure depuis toute sa carrière. Donc, ça, c'est plutôt positif. Après, ce que je me demande, c'est est-ce que les Wizards vraiment comptent sur lui à long terme? Parce que j'ai vu, il a 25 ans. Tu regardes Alex Sarr et les nouveaux arrivants ont 19-20 ans. Donc, tu vois, il y a peut-être cette double timeline un peu qui commence un peu à se créer. Donc, je sais pas trop, surtout qu'il a quand même un gros contrat. Et c'est vrai que je suis un peu d'accord, une équipe compétitive, t'as envie d'en faire un 6e homme, mais bon, un 6e homme à plus de 30 millions, ça fait beaucoup quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, sur cette question de temporalité, ça semble à peu près évident, en tout cas quand on voit où en sont les Wizards, qu'il ne fera probablement pas partie de la prochaine bonne équipe des Wizards, si tant est qu'elle arrive, et selon où on met la barre de bonne équipe du côté de Washington, avec tout mon respect pour les fans des Wizards. Après, la
l'avantage, on va dire, de Jordan Poole dans ce cas-là, c'est que quand on voit les résultats des Wizards, comme tu as dit, aussi voilà, le contexte collectif, c'est pas vraiment un joueur de plancher. Le plancher des Wizards n'est pas très très haut, il continue à perdre des matchs, donc il n'empiète pas sur la reconstruction. S'il retrouve, voilà, comme tu étais en train de dire Ben, il retrouve une efficacité, une certaine valeur, c'est un joueur qui peut-être sera monnayable d'ici 1 an ou 2, et il n'aura pas empiété sur ta reconstruction si tu dois encore avoir des hauts pics de draft, même si la problématique côté des Wizards, Poole pourrait en faire partie, et un certain Kyle Kuzma également, c'est que en termes d'utilisation des ballons, il y en a peu pour les jeunes joueurs à côté. C'est peut-être la problématique qu'il peut poser. C'est ça, c'est que ça reste... je pense que moi, on a plus ou moins la version finale de Jordan Poole. C'est un joueur qui tire vraiment vers le scoring, du coup, qui tire vers le scoring, qui a un playmaking limité, qui posera des problématiques en défense et qui aura une sélection de tirs parfois un peu compliqué, mais pour moi, c'est un peu la version finale à laquelle on a le droit. Et Matt parlait du futur des Wizards, je suis d'accord, il s'inscrit pas dedans. Clairement, l'espèce de tentative de voir si ça pouvait être un franchise player qui était une vraie fausse tentative, soyons honnêtes, parce que je pense que tout le monde savait plus ou moins que c'était pas un franchise player d'une équipe qui avait des ambitions. Oui, ça sera pas le cas pour Jordan Poole, mais je tiens quand même à signaler que je sais plus. Ça, j'aurais dû réviser mes matchs des Wizards. Il y a un match des Wizards dernièrement où il est mis sur le banc dans le 4e et on donne la balle aux jeunes en fin de match alors que c'est un match serré. Je sais plus c'est contre qui. Pour moi, c'est un premier signal. Je pense que ça sera un joueur qu'on cherchera peut-être à chaque fenêtre de trade deadline, à chaque fenêtre à échanger, et il finira peut-être pas son contrat du côté des Wizards, mais vu l'épaisseur de son contrat, c'est peut-être un peu tôt maintenant. Mais franchement, au vu de ces 20 premiers matchs de la saison dernière avec les Wizards, ça fait déjà du bien de voir un joueur qui respire la confiance. Je me permets de faire long. Je t'en prie, j'allais juste ajouter une petite touche. Il faisait partie des nommés presque à notre fameux Isaiah Thomas Trophy. On avait peur pour la carrière de Jordan Poole. Exactement. Tu vois. Et on dit souvent, et pour moi c'est totalement faux, mais on dit souvent, regardez, on a parlé de telle équipe et tout le monde se blesse, etc. Jordan Poole, j'avais décidé de vous en parler, les gars, il y a 2 jours. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rejoue aux Warriors. Je savais même pas qu'il allait jouer à Golden State, et il en plante 38, tu vois. Notamment avec une séquence en fin de 2e quart-temps. Je vous invite juste à regarder cette séquence qui est du prime Jordan Poole, c'est-à-dire que il y a genre 3 ou 4 tirs à 3 points qui sont des sélections de tirs plus que douteuses, sauf qu'il met les 3. Donc, genre à 5 minutes de la fin du 2e quart, un truc comme ça. Donc, voilà, c'est redevenu un joueur plaisant, et je pense que c'est un joueur qui joue avec beaucoup de confiance. Ça, pour moi, tu ne peux pas regarder Jordan Poole cette année et le comparer à l'année dernière sans voir qu'il y a la confiance qui est revenue, clairement. Eh bien, parfait. La notion de confiance va me servir de transition pour mon joueur à moi. Le joueur dont j'ai décidé de parler, alors c'est un peu un prétexte, mais bon, déjà je vais citer son nom, c'est Darius Garland. C'est Darius Garland du côté de Cleveland, parce que il fallait parler un petit peu de ces Cavs qui font une saison toujours aussi magnifique, même en cette 2e partie de saison. Donc un partout dans la fameuse joute face au Thunder, mais du coup, c'est parfois peut-être un peu compliqué de dégager un nom qui ressort de ces Cavs actuellement, en tout cas des 4 principaux joueurs, on en a déjà souvent parlé. J'avais envie de parler de Darius Garland, un peu dans le même esprit, Ben, du fait que l'année dernière, alors on n'était pas au point de Jordan Poole, mais on commençait à voir apparaître des doutes au niveau des capacités de Darius Garland, où certains parlaient de son côté un peu frêle, de sa perte au playmaking. On commençait à se poser des questions sur la véritable valeur de Darius Garland dans une équipe qui gagne, parce que là, on n'est pas tout à fait sur la même problématique que du côté de Washington. Et cette saison, en tout cas pour cette saison régulière, pour le moment, à mi-parcours, il répond à toutes les attentes. Alors, la stat que j'avais choisie, c'était le 64%, parce qu'il a 64% de réussite sur son short mi-distance. C'est tout simplement le 100e centile à la position. Donc, c'est le meilleur. C'est le meilleur de la ligue. Et en fait, dans cette stat en elle-même, n'est pas spécialement pour parler du scoring de Darius Garland, mais le fait que ça lui ouvre ses possibilités. Ça y est, on retrouve le Garland que beaucoup avaient aimé en termes de playmaking, notamment depuis... Alors moi, j'ai pris le 9 décembre, tu l'as dit Ben, parce que c'était la sortie du podcast. On a fait entre enregistrement et sortie, mais on est à 33,1 d'assist percentage, donc vraiment, il est omniprésent dans l'attaque du côté des Cavs, et le fait d'être très efficace au short mid avec son float game, son toucher qui est revenu, ça lui ouvre beaucoup d'options à la création, et ça aère un peu le jeu de ces Cavs qui jouent donc avec cette fameuse line-up à deux bigs. J'aurais pu parler d'Evan Mobley qui fait aussi une super saison, qui est dans une progression où parfois aussi il y avait quelques questions, mais pour le moment il continue sa progression linéaire. On n'a plus l'impression, la question qu'on s'était posée cet été du côté des Cavs, que
il y a deux duos et qui ne fonctionnent pas très bien ensemble, pour pas citer évidemment Donovan Mitchell et Jarrett Allen de l'autre côté. Donc ça fonctionne très bien et je trouve que Garland, le renouveau un peu de Garland, illustre assez bien cette première partie de saison des Cavs. Je ne sais pas si l'un de vous a envie de parler de Darius, des Cavs, c'est le moment. Oui, bah, j'en avais parlé quand on avait fait l'épisode là sur les Cleveland Cavaliers en début de saison. Et je pense qu'aussi, il y a Kenny Atkinson qui l'a remis dans un rôle qui lui convient bien. Où en fait, ils ont inversé les duos. Au lieu de le mettre, il jouait souvent avec Mobley en fait quand il y avait les premiers changements l'an passé. Et là, il le met avec Jarrett Allen, ce qui fait qu'en fait, il peut profiter de ses bons écrans. Et on sait, Darius Garland, c'est un très bon joueur de pick and roll. Donc du coup, il maximise tout ça avec des shooters autour. Et du coup, bah, c'est pour ça, je pense qu'on retrouve un Garland aussi qui est beaucoup mieux. Puis il y avait aussi, à ne pas oublier, sa blessure à la mâchoire qui apparemment, j'avais lu, pouvait causer des soucis dans le toucher de balle. Donc peut-être que ça aussi, ça a joué. Ça, après, voilà, je suis pas médecin, mais en tout cas, c'est ce que j'avais lu. Mais ouais, c'est vraiment... bon, l'efficacité au cercle est pas... Je pense qu'elle sera jamais trop là parce que il va être forcément limité par sa taille. Mais même les minutes avec Donovan Mitchell, c'est vrai que je trouve que ces Cavs font plus sens cette année. Atkinson a réussi à trouver une bonne recette pour les deux, pour qu'ils arrivent à bien jouer ensemble. Et bah, en tout cas, ça se voit sur son jeu. Et même, on parlait de Jordan Poole qui a retrouvé la confiance. Je trouve que Garland, ça se voit aussi grandement. Totalement. Comme quoi, coach, c'est un métier. Hein. Mmh. Bah, je me permets de limite poser la même question qu'avec Poole et avec Lavine, peut-être dans une moindre mesure. Du coup, lequel Darius Garland est le vrai Darius Garland? Parce que j'ai l'impression depuis d'avoir vu en NBA et l'explosion des Cavs, d'avoir vu 3 Darius Garland, même 4 peut-être. Donc il y a le Darius Garland de l'année dernière, comme l'a dit Matt, où du côté des médias de Cleveland, on a beaucoup insisté sur sa blessure, comme quoi elle le gênait. Et le Darius Garland de cette année, qui est peut-être le meilleur qu'on ait vu, et t'as Darius Garland qui a peut-être à 75% de ça, celui de la première année de l'explosion des Cavs. Donc moi, il y a une question de sur quel joueur on est. Après, je vous rejoins sur le côté confiance et sur aussi, je pense que c'est on pourrait défendre que peut-être que c'est Mobley, mais je trouve que c'est lui qui bénéficie le plus de l'arrivée d'Atkinson. Vraiment dans la disposition, les mises en place de système et tout, on voit qu'il a repris une place importante, même si l'usage, j'ai une mauvaise stat pour ça, je pense, dans son implication offensive et dans sa manière de jouer en relation avec Mitchell, en relation avec Mobley, avec Allen, je trouve qu'on retrouve un vrai Darius Garland. Donc comment dire, c'est encourageant, même si moi c'est un joueur où j'ai du mal à savoir qui est le vrai Darius Garland. Je vais être très honnête. Bah avant je veux bien ton avis aussi à un match, j'ai donné le mien rapidement. Moi, je pense que la question, au-delà du joueur, c'est celle du rôle cette année, comme tu l'as bien dit, Matt, qui est intéressante. C'est Darius Garland, c'est un meneur de jeu. C'est Mitchell, le scoreur numéro 1, l'option 1, scoring. Là, Darius Garland est mis dans une position de meneur de jeu de général en option 1.5, si on veut, en tout cas à la création, hein, j'entends. Je ne parle pas des bigs dans ce cas-là, et je pense que c'est ce rôle qui lui sied le mieux. Après, de là à avoir l'efficacité qu'il a actuellement sur le long terme, évidemment, on peut lui souhaiter, mais comme disait Matt, il y a quelques questions, notamment physiques, où forcément au cercle c'est plus compliqué, si les shoots rendent moins, si la confiance est moins là, si tu n'as pas justement ces deux bigs ou cette navigation des écrans qui peut lui permettre de s'exprimer, ce sera peut-être un peu compliqué, mais la vérité c'est sûrement entre les deux. En tout cas, je pense que là, on a trouvé le bon rôle pour Darius Garland. Je dirais ça comme ça. Bah, en fait, moi j'ai l'impression, on a depuis sa saison rookie jusqu'à il y a 2 ans, on avait un peu une progression linéaire de Darius Garland. Il y a eu un peu cette saison l'année dernière où il y a eu une énorme chute. On s'est posé des questions. Puis là, c'est comme si t'enlevais l'année dernière, il y avait une progression linéaire. Si on enlevait juste l'année dernière, mais du coup, c'est pareil, c'est difficile de voir son vrai niveau. Le problème, c'est comme je dis, son problème de taille, le fait que, comme tu as dit, 100e centile au short distance, c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment tenable, tu vois? C'est toujours le problème. Puis est-ce que tu préfères être 100e centile tu peux pas y être à sa taille au cercle, mais idéalement tu préfères être au cercle. C'est ça. Oui, c'est ça. On salue évidemment les amateurs du mid-distance, les contradicteurs du mid-distance qui sont nombreux à nous écouter dans cette conversation de Kebdo. Ils sont partout. C'est un enfer. Du coup, ça conclut notre passage sur les joueurs. C'est assez marrant qu'on ait parlé que de guard d'ailleurs. Mais du coup, on verra où on en est. Je te coupe. J'ai vu la trame. On parle beaucoup de l'Est en fait. Bref. On parle beaucoup de l'Est. Justement, on va y rester à l'Est, mais on va passer du côté des équipes positives.
Et une équipe, tiens, d'ailleurs, qui fait pas mal parler en ce moment. Matt, je te laisse la parole. De qui va-t-on parler? Des Detroit Pistons. Donc du coup, la stat que j'ai prise, c'est 37,1%. Et en fait, c'est le pourcentage à 3 points des Detroit Pistons cette saison. Et ils sont 12e de NBA sur Cleaning the Glass. Donc pourquoi j'ai pris cette stat? On n'est pas dans l'élite, hein, clairement 12e, mais par rapport à ce qui était fait avant aux Pistons, on peut dire qu'il y a eu une énorme progression, puisqu'on le sait, hein, ça a toujours été le problème de cette équipe depuis qu'il y a Cade Cunningham qui est dedans, c'est qu'en fait, le spacing, déjà, il y avait à chaque fois 3-4 bigs qui étaient au Detroit Pistons, plus des joueurs comme Jaden Ivey, comme Ozar Thompson, qui n'arrangent en rien le spacing. Alors, ces joueurs sont toujours là, évidemment, mais on va dire que le coach a réussi à trouver, comme un peu Kenny Atkinson, d'ailleurs, c'est celui qui l'a remplacé, JB Bickerstaff, mais lui aussi, je trouve, a réussi à trouver une cohérence des systèmes de jeu simples, mais qui conviennent bien à cette équipe. Et puis surtout, il y a eu l'arrivée de Malik Beasley, de Tobias Harris, de Tim Hardaway Jr. Alors on peut se dire, oui, c'est pas l'élite de la NBA, mais en tout cas, on va dire que ça a apporté de l'expérience à ce groupe et ça a apporté surtout du spacing et ça se voit en fait. En fait, Cade est devenu un joueur de pick and roll. Enfin, il l'était déjà, mais en tout cas, on voit tout le potentiel avec ce spacing qui est optimisé. En fait, il avait déjà un passing d'élite, mais là, il arrive à exploiter tous les décalages. Et avec tous ces joueurs-là, au moins, comme je disais aussi, c'est pas que des joueurs qui savent shooter. Ils savent aussi un petit peu driver. Ils peuvent attaquer un close-out. Donc à chaque fois, on voit Cade qui vient créer le premier décalage, et puis extra passe. Puis du coup, on arrive à avoir un jeu efficace, en tout cas, pour le moment, du côté des Detroit Pistons. Et puis on a un Cade Cunningham aussi qui a énormément progressé, puisque en fait, alors l'efficacité au cercle, c'est toujours un problème. Il est toujours dans le 10e centile, quelque chose comme ça. Mais par contre, si on regarde toutes les autres zones du terrain, notamment le pull-up à 3 points, il est à 36,5%. Et ça, par contre, je trouve que c'est une vraie progression. Et ça commence déjà, on voit l'ouverture que ça a créé dans son jeu. C'est intéressant, d'ailleurs, j'ai bien envie d'avoir ton avis, Ben, puisque la question Cade Cunningham, ça a été une longue discussion chez Dunkedo. Enfin, ça traîne depuis un petit moment, notamment du Cade Cunningham qu'on nous a vendu. Je trouve que Matt t'en parle bien. On nous a vendu justement ce très bon joueur de pick and roll, ce créateur primaire. Et là, voilà, est-ce que c'est cette ouverture du spacing qui enfin nous permet de voir le Cade Cunningham annoncé, Ben? Est-ce que tu es en train de rentrer dans le train ou pas encore? C'est vrai que j'ai souvent j'ai eu cette un peu réputation chez Dunkedo portée grandement par Elias. C'est une propagande d'Elias contre ma personne. Très clairement, on salue Elias. Par rapport à mon avis sur Cade Cunningham, moi en fait cette année en voyant les Pistons, j'ai beaucoup hésité à mettre Cade Cunningham en joueur positif et quand j'ai vu qu'on allait parler des Pistons, je me suis dit non au final. Franchement, je commence à entrevoir le joueur qu'on m'a vendu à la draft, notamment parce que moi en gros mon gros problème avec Cade c'était celui-ci. Si tu veux me dire qu'un guard va être élite et prétendre au DH20 NBA, si il est pas bon dans la finition en cercle, s'il a pas de premier pas, il a pas de pull-up. Pour moi, en fait, je vois pas quel archétype de joueur tu peux me proposer qui peut prétendre au DH20 très très haut. Mais cette année, et Matt l'a très bien dit, on parle beaucoup de pull-up. Il a le pull-up cette année. Et franchement, et pas seulement le pull-up à mi-distance qu'il avait déjà les saisons précédentes. Là, il a un pull-up à 3 points. C'est un truc qui continue à développer et c'est plus que ces pourcentages à 3 points, mais c'est vraiment ce pourcentage en pull-up. Et pour moi, ça ajoute une vraie dimension sur sa capacité à jouer le pick and roll parce que maintenant, tu peux plus le défendre avec un joueur plus grand comme ce qu'on critiquait un peu, ce que je critiquais moi du côté de Dunkedo, c'est qu'en gros, l'avantage de taille de Cade pouvait être perdu parce qu'en fait, il était défendu par un joueur plus grand et son manque de premier pas permettait à la défense en face de limiter son impact. C'est plus trop le cas. Enfin, je le trouve beaucoup plus libéré avec le spacing, beaucoup plus impactant en attaque, toujours très très bon dans ses lectures, ça a toujours été le cas, mais là, je commence à entrevoir un joueur qui peut prétendre au DH30, DH40, très clairement. Parce qu'en plus, il bénéficie beaucoup mieux de son avantage de taille. Le spacing lui permet de beaucoup plus choisir ses match-ups, j'ai l'impression aussi. Donc, non, vraiment séduit par Cade Cunningham après. Pour revenir sur les Pistons, juste, alors c'est le moment où Ilias va du coup à nouveau me critiquer. Quand tu regardes les équipes sur la séquence qui nous intéresse, les Pistons sont à 66% de victoire. Donc c'est une des meilleures équipes de la séquence. Sauf qu'en fait, quand tu regardes les équipes qui ont un très bon bilan,
c'est une des rares qui est ni dans le top 10 attaque, ni dans le top 10 défense. Et on parle souvent de cette stat-là, du win differential. Donc, la différence entre les victoires théoriques et les victoires que tu as, ils sont largement numéro 1. Donc, je ne veux pas dire que le bilan est en trompe-l'œil, mais peut-être. Voilà, c'est tout. Mais peut-être un peu. Non, mais j'entends tout à l'heure. Mais oui, pour rajouter juste mes 2 centimes, comme disent les Ricains, sur Cade Cunningham, c'est vrai que de toute façon, c'est la philosophie du basket moderne. Le fait d'avoir son pull-up 3 points lui ouvre, comme tu disais, son espace. Et l'espace à mi-distance lui permet à la fois de trouver un peu plus facilement ses pull-ups, mais aussi de trouver, comme tu le disais, Matt, les autres joueurs, les cutters, les bigs, c'est-à-dire d'utiliser en fait sa qualité première. C'est un peu la question Trae Young, si on veut. Trae Young qui nous était vendu comme un très bon shooter. Quand Trae Young met ses tirs dedans, c'est là qu'on voit que sa qualité première, c'est justement ses lectures sur le mi-distance. Voilà, à ce moment-là. Et je trouve qu'on voit ça de Cade, et c'est vrai que c'est assez agréable, même si, je le concède, c'est peut-être pas l'équipe que j'ai le plus vue cette année, les Pistons. Donc je vais pas m'étaler trop longuement. Je sais pas si Matt, tu veux rajouter quelque chose dessus. Oui, et par rapport au pull-up, c'est ce que j'avais noté en fait. Si on prend l'effectif field goal percentage, donc en fait, c'est quand on additionne le pull-up à 2 points et le pull-up à 3 points. Il est à 51 et en fait, c'est au niveau des Kyrie Irving, Jalen Brunson et Shai Gilgeous-Alexander. Donc c'est pour dire quand même qu'il y a eu une véritable progression. Et puis, dernière petite chose sur Cade aussi, c'est sa défense, je trouve aussi, où il y a eu une vraie progression cette année, parce que moi, je me souviens, sa saison rookie, sa saison sophomore, il y avait des séquences, franchement, ça faisait peur. La defensive ball, en fait, il était complètement désintéressé. Et là, il y a même des fois des rotations au panier qu'il fait, sur le match au bloc même maintenant. Ouais. Et le match contre les Knicks, même, il défend beaucoup sur Jalen Brunson. Et on sait Jalen Brunson, un peu ce qui est souvent fait pour le freiner, c'est mettre un grand sur lui. Et en tout cas, ça a bien marché sur le match. Et sachant qu'il a tout ce usage en attaque, en tout cas, c'est positif. Très bien. Note positive sur les Pistons et sur Cade. C'est vrai qu'à chaque fois, on navigue un peu entre les joueurs et les équipes, mais c'est aussi le jeu de ce 4 quarts. Retournons donc, parlons équipe dans un premier temps. Là, je pense qu'on va plus parler collectif que joueurs individuels, même s'il y a des noms qui vont être cités. Ben, on passe enfin à l'Ouest. On passe enfin à l'Ouest. J'ai toujours du mal à choisir l'équipe positive. Et l'équipe négative, ça va un peu mieux. J'ai toujours du mal à choisir l'équipe positive parce qu'en fait, ça dépend beaucoup des attentes vis-à-vis de l'équipe. Ça dépend beaucoup de ce que tu considères comme positif. Bref. Et du coup, ce que j'ai fait à un moment, c'est que devant ce manque de choix, je suis tout simplement allé sur le bilan des équipes sur la séquence qui nous intéresse. Alors certes, t'as OKC qui marche sur l'eau. T'as Cleveland, mais je me suis dit Adrien a pris Garland. T'as une autre équipe, mais je me suis dit Adrien l'a prise. T'as Denver, t'as Milwaukee, je fais la flemme, on en a déjà parlé. Et t'as Détroit. Et je me suis dit, mais en fait, il y a Houston, tu veux dire. juste, non. Ah. Il y a, il y a Détroit en dessous. Et je me suis dit, mais personne, en fait, on parle pas de Houston, en fait. C'est-à-dire que Houston, actuellement, c'est 2e à l'Ouest. C'est une équipe qui, sur les 2 dernières semaines, est peut-être une des plus chaudes, si ce n'est la plus chaude à NBA actuellement. Et personne n'en parle. Et moi, en fait, j'ai beaucoup de mal, et si j'ai pas choisi ces Rockets dès le début, parce que j'ai un peu de mal avec eux. Alors la stat que j'ai choisie, moi c'est assez simple, c'est que le 5, Van Vliet, Brooks, Green, Sengun, Smith, c'est un des meilleurs 5, c'est top 5 des meilleurs 5 de la séquence de ce 4 quarts avec 11,5 de net rating. Voilà, c'est un des meilleurs 5 de cette séquence. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je suis allé du côté de Vegas, donc je vous refais le tableau quand même. 2e à l'Ouest, une équipe qui a 5 victoires d'avance sur le play-in. Et pourtant, pour ce qui est des stats au niveau des pourcentages, ou en tout cas des odds pour gagner le titre, ils sont 10e, à égalité avec le Magic, les Clippers et les Suns. Du coup, ma question, c'est où se situe le positif? Et moi, il y a 2 équipes auxquelles me font penser ces Rockets. La première, c'est les Raptors, d'il y a quelques années sous Nick Nurse, parce que c'est une équipe, les Rockets, clairement, sur demi-terrain, galère. Voilà, Jalen Green est en fusion en ce moment, donc ça leur permet d'avoir un mec qui attaque le sac, mais ils sont en galère sur demi-terrain. Et je vous renvoie à notre épisode du coup avec Tom qu'on avait fait l'été dernier sur les stats avancées. Et je trouve que l'attaque sous Udoka de ces Rockets parvient à la perfection à bénéficier de tous les raccourcis pour marquer des points. Ils sont ultra agressifs sur le rebond offensif, ils sont ultra efficaces sur les pertes de balles. En fait, c'est une équipe qui a des gains à la marge comme les avaient les Raptors sous Nurse post-Kawhi. C'est-à-dire que c'était une équipe qui était pas très douée en demi-terrain, mais qui arrivait à mettre des points sur transition, sur rebond offensif et sur rebond rapide de l'autre côté du terrain. Première chose, mais pourquoi c'est laquelle la deuxième équipe? C'est les Kings en fait. J'ai l'impression de revoir les Kings de Light the Beam.
dans le sens où il n'y a pas de joueur des H20. C'est une équipe qui est top 3 à l'Ouest, mais elle les ferait pas grand monde, soyons très honnêtes, pour une potentielle série de playoffs. Donc voilà, je suis avec les Rockets, là, et j'ai du mal à voir une équipe qui est deuxième d'une conférence Ouest extrêmement relevée. J'ai du mal à cerner cette équipe encore. Je sais pas vous, mais voilà, je voulais ouvrir le débat Rockets. Ouais, débat intéressant. Matt, je t'en prie, je relance pas, la question a été posée par Ben. Bah oui, je suis d'accord. Moi aussi, j'ai un peu de mal. Après, je comprends la comparaison avec les Kings, mais moi, quand même, ce qui me fait plus croire aux Rockets qu'aux Kings, c'est quand même la défense. Enfin, tu peux plus t'appuyer sur un plancher défense que. Puis même les Kings, je sais pas qu'ils avaient un plancher d'attaque, mais on en a longuement parlé la dernière fois. Mais l'attaque, c'était dû au fait que les autres, il y avait beaucoup de blessés dans la conférence Ouest. Là, c'est pas le cas, même si quand même il y en a, mais j'ai quand même plus confiance en la défense des Rockets qu'en l'attaque des Kings à l'époque de Light the Beam. Donc déjà, il y a ça. Et c'est vrai que oui, il est intéressant le parallèle avec Toronto. En fait, ce qu'ils font les Rockets, c'est qu'ils maximisent à fond le jeu des possessions. Ils sont quasiment premiers de partout. Quand tu regardes les 4 factors, donc c'est les 4 facteurs d'efficacité, enfin, qu'est-ce qui fait qu'une équipe performe, dans quel compartiment du jeu, qu'est-ce qui fait qu'elle a son net rating, son offensive rating, bah effectivement l'EFG ils sont dans les derniers. Par contre le turnover percentage ils sont dans les premiers, le rebond offensif ils sont dans les premiers. Il y a le free throw rate où ils sont à peu près mid. En défense de transition, je crois ils sont premiers. En attaque de transition c'est pareil. Donc en fait c'est ça, c'est des gains à la marge et c'est comme ça en fait qu'ils arrivent un peu à faire leur beurre. Puis il y a, on va dire quand même, on aurait pu le prendre en joueur positif, mais quand même ce que fait Jalen Green, je trouve derrièrement il y a une progression. Un peu d'ailleurs comme Cade Cunningham, ils ont été draftés, on le sait, en même temps. Alors c'est un style complètement différent. En plus, Udoka, offensivement, c'est pas le coach le plus créatif. Ce qu'il fait en fait, c'est de l'attaque de mismatch. Il donne à Jalen Green un mismatch et puis Jalen Green, on le sait, avec sa vitesse, c'est comme ça qu'il arrive à aller dans la raquette et c'est la première saison, en tout cas, il arrive à être efficace au cercle. Donc il y a cette explosion-là. Il y a toujours moi, Sengun, je me demande. C'est un peu, j'ai l'impression, un joueur théorique, Sengun. Il y a souvent eu des comparaisons avec Jokic, peut-être que ce serait le futur Jokic. Moi, j'ai quand même du mal. En tout cas, l'explosion, on la voit toujours pas. Et en plus, Udoka ne l'utilise pas non plus comme le hub offensif qu'on attendrait. Oui, c'est compliqué. Cette comparaison, je trouve, elle lui rend peu service. C'est-à-dire que c'est compliqué d'être le nouveau Nikola Jokic. Et c'est vrai que dans ce rôle-là, c'est, comment dire, à part à être à un niveau aussi élevé, aussi incroyable que celui de Jokic, c'est difficile de considérer, enfin, de donner autant les clés du camion à un pivot à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'est compliqué, la question se pose aussi. Mais juste pour rebondir sur ce que vous dites, je ne vais pas en rajouter beaucoup, mais tout ce que vous avez listé sur les qualités, enfin là où Houston arrive à gratter petit à petit des points, voilà, quand on dit à la marche sur tous les petits facteurs, c'est tout un tas de facteurs qu'on a du mal à projeter en play-off. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la limite comment dire, du train, justement, Rockets. C'est qu'on se dit qu'une fois arrivé en play-off, avec, comme tu disais, Ben, ces soucis sur demi-terrain, en tout cas plus de difficultés sur demi-terrain, et comme avec tout ce que tu as cité, Matt, les rebonds offensifs, les transitions, tout ça, qui ont tendance à se limiter une fois arrivé en play-off, on a du mal à les voir aller beaucoup plus loin que ce qu'ils sont en train de faire. On a l'impression de les voir au max, en fait, de ces équipes de saison régulière qu'on voit au maximum à ce moment-là de la saison, et qui ont bien raison d'ailleurs, qui maximisent ce qu'ils savent faire de mieux, mais au bout d'un moment, on se dit qu'arriver au match coup près, ça va être un peu plus compliqué. Je pense que c'est ça, pour répondre à ta question, Ben. Ouais, c'était un peu ma conclusion aussi. Les gains à la marche sont intéressants pour gratter des victoires en saison régulière, mais sur une série de 7 matchs, même si je pense que les Rockets sont aussi pour eux la dimension athlétique qui risque de faire très très mal à certaines équipes. Mais je pense encore que, imaginons ils finissent dans le top 6, sans manquer de respect aux fans des Rockets, ça sera l'équipe que tout le monde voudra jouer, je pense, du top 6 si jamais d'aventure ils sont top 6 à l'ouest. Parce que je pense que on pourrait imaginer que certains de ces gains à la marge s'effectuent plus, d'où ma comparaison avec les Raptors post-Kawhi, c'est que c'est une équipe qui du coup avait des problèmes de création d'attaque en playoff, parce que ton attaque sur demi-terrain, c'est une stat assez importante et c'est un très gros révélateur, même s'il y a de plus en plus de transitions jouées, même si le jeu va de plus en plus vite, il faut quand même que tu aies une structure d'attaque qui ne dépende pas et un rendement offensif qui ne dépend pas uniquement des capacités à obtenir ces gains à la marge là. Et c'est là où je suis un peu plus sceptique pour les Rockets.
Voilà donc pour les Rockets. Passons à mon équipe positive. Évidemment, elle a été un petit peu citée dans. Enfin non, t'as pas cité le nom. T'as dit, je crois qu'Adrien a choisi cette équipe quand t'as cité ça les équipes. Je t'ai pas grillé, t'as vu. Bravo, on sent l'expérience de podcaster. Donc oui, une des autres bonnes équipes de ce deuxième quart de saison, puisque ça va être le cas. On va vraiment devoir découper dans ce quart-là. Ce sont les Pacers. Alors, la statistique que j'ai décidé de prendre en compte, elle est assez ironique. C'est pour ça que je voulais commencer avec ça. C'est leur defensive rating. Puisque donc, sur ce stretch-là, ils ont 109.5. Ils sont cinquième défense de NBA. Sachant que donc, il y a quelques semaines, un peu après le premier 4 quarts, ils étaient à ce moment-là donc en 10-15 en négatif vraiment. Et ils étaient 24e en defensive rating. Les Pacers qu'on attend. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, même si... donc il y a eu cette défaite contre Charlotte le 9 décembre. C'est pour ça que j'ai aussi choisi cette date de sortie du podcast, ça m'arrangeait. Et donc ils sont vraiment très très bons. Et alors qu'ils en ont pris 142 au milieu par les Celtics d'ailleurs, hein, ce qui n'aide pas vraiment pour leurs chiffres. Et ils ont retrouvé aussi leur attaque. Ils sont 5e en offensive rating, ce qu'on attendait. Donc ils ont un très très bon net rating derrière. Donc voilà, au milieu de ces équipes que tu as citées, Ben, les Thunder, les Cavs, les Celtics. Donc en vrac, qu'est-ce qui a changé du côté des Pacers? Il y a un peu plus d'implication, moi j'ai eu l'impression. Il y a des meilleures rotations, des meilleures contestations de tir. En tout cas, les adversaires ont un peu plus de mal à 3 points. Alors c'est toujours cette stat dont il faut se méfier, parce qu'on en avait parlé il y a quelques années avec les Knicks de Thibodeau. Oui, ils contestent plus, mais ça rentre pas beaucoup en face. Ça les met 3e de la ligue sur ce type de défense, donc ça les aide. Et c'est aussi, on va reprendre l'inverse des Rockets qui génèrent de l'attaque par la défense. Les Pacers recommencent à générer de la défense par l'attaque. C'est-à-dire qu'ils ont réduit leur turnover. Et ça aide beaucoup. C'est-à-dire qu'ils perdaient un camion de ballons sur le début de saison, c'était terrible. Là, ça va beaucoup mieux, ça les aide. Et surtout, il y a aussi des retours de personnel. C'est-à-dire qu'on a retour de Nembhard, de Shepard, qui était blessé. Et Shepard défend le point of attack du côté des Pacers. Et ça change un peu tout, sachant le dernier point, qui sont aussi beaucoup plus impliqués sur le rebond défensif. Ça va beaucoup mieux du côté du rebond. Et voilà, toutes ces choses mis bout à bout fait qu'on retrouve des Pacers dans une bonne dynamique, qui est une des meilleures équipes tout simplement de ce deuxième quart de saison et que j'avais envie de mettre en avant. Je sais pas si. Vas-y. Alors j'avoue que j'ai peu de choses à dire sur les Pacers, du coup je prends la main avant de laisser tout à Matt. Non, je refais un deuxième renvoi vers le podcast qu'on avait fait avec Tom l'été dernier, c'est que le meilleur moyen d'être une bonne défense, c'est de marquer aussi au bout d'un moment, parce que tu fais reprendre la possession adverse sous le panier et du coup on doit remonter le terrain, donc pas perdre de ballon, c'est effectivement un très bon moyen d'avoir une meilleure défense, tout simplement. Oui, et puis il y avait un joueur que je trouve on parle pas beaucoup, c'est Pascal Siakam qui fait vraiment une vraie saison où en fait son usage a pas mal baissé, il est plus utilisé un peu comme les premières années Toronto là où en 2019 quand il y avait Kawhi, on l'utilise un peu plus comme un finisseur, il a un peu les deux rôles. Et moi c'est sa défense qui m'a frappé où je trouvais qu'on avait un Pascal Siakam ces dernières années qui était quand même moins fort défensivement, parce que je pense que forcément, c'est souvent lié, hein, quand on a une plus grosse charge offensive, généralement la défense c'est moins ça. Mais cette année, j'ai pas vu non plus énormément de matchs, mais sur le peu que j'ai vu, j'avais l'impression de revoir un peu le Pascal Siakam de Toronto, mais vraiment au début, quand il était avec Kawhi, qui protégeait un peu le cercle, qu'il arrivait un peu à switcher sur tous les profils, enfin le Pascal Siakam un peu couteau suisse. Et je pense que je pense que c'est aussi peut-être pour ça que les Pacers retrouvent une meilleure défense. Et j'avais aussi noté effectivement cette stat des 3 points où ils sont top 10. C'est vrai que ça, faut un peu s'en méfier souvent. Ouais, c'est sûr, faut s'en méfier. Mais sur Siakam, tu as raison. Je pense que c'est, en tout cas, l'impression sur ce moment-là, c'est que c'est un peu le métronome des Pacers. En tout cas, c'est celui qui a été le plus stable. Donc déjà, c'est vraiment voilà, un des leaders de ce bon stretch. Mais aussi, il y a le retour de Ben Mathurin dans cette histoire par rapport à l'année dernière. Et ça a permis, je pense, de rééquilibrer aussi la charge offensive où on avait quand même, en fin de saison dernière, on a vu beaucoup. Alors, il était très efficace, Siakam. Il l'est toujours d'ailleurs, sur le mi-distance pour un peu sauver certaines possessions. Là, il y a un peu moins ça, il y a plus de responsabilité de Mathurin, donc ça a un peu baissé sa charge offensive. Je pense que ça aide pour l'implication. Et puis pour un collectif qui était assez jeune au moment du trade de Siakam de mi-saison, là, cette année, voilà. Ils ont mis un peu de temps à trouver la formule, mais ça va beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on y croit vraiment à la longue? J'ai envie de poser la question, est-ce qu'on y croit aussi à la longue? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, là, c'est un très très beau stretch des Pacers. Ça dépend là où j'ai un peu plus de trucs à dire, ça dépend du Tyrese aussi qu'on aura. Rappelons que Tyrese était le joueur négatif de constant dans le premier 4 quarts de l'année où Tyrese est un peu mieux revenu. Ça dépendra de Tyrese et ça dépendra de cette capacité aussi de cette équipe à continuer à bien défendre en playoff aussi. C'est ça, mais
J'avoue, on fait souvent des power rankings, on en fera peut-être un après la trade deadline. Voilà, je lance une idée que j'ai pas prévenu l'équipe sur ça, mais bref. Mais j'ai hâte de voir comment on va classer la classe moyenne de l'Est, parce que clairement, ils seront dedans et on y croit, ça dépend pourquoi. Finale de conf, peut-être pas, mais passer un tour, pourquoi pas. C'est vrai que ça dépend toujours où on met le curseur, mais je profite, Ben, une nouvelle fois de cette transition en parlant de joueurs négatifs, pour passer à la suite du podcast. Et bon, écoutez, je pense que Ben, on va moins entendre Ben sur les prochaines minutes, je vous préviens. On va passer aux joueurs négatifs avec Matt, qui a choisi un joueur qui, c'est vrai, quand même, est en difficulté cette saison. Matt, je t'en prie, Ben te regarde. Ouais, du coup, j'ai choisi Bam Adebayo qui. C'est même pas que sur ce quart de saison-là, je trouve depuis le début de saison qu'il est un peu en galère et la stat que j'avais c'était 1,04 et en fait c'est son point par tir et c'est son plus bas en carrière et en fait pourquoi en fait il est aussi bas, c'est qu'en fait Miami alors je sais pas si c'est Miami ou si c'est lui, mais j'imagine qu'il y a dû y avoir un travail des deux côtés, mais en fait ils l'ont pas mal changé son régime de tir. Et notamment, on a un Bam Adebayo qui prend plus de shoot à 3 points. Il est à 16% de fréquence, sachant qu'avant, il était en dessous des 3%. Donc, c'est vraiment... c'est énorme, quoi. C'est 6 fois plus qu'avant. Et pour une réussite de 28%. Donc, c'est vraiment pas bon. Et du coup, ça se voit un peu dans tout le reste de son jeu, où en fait, il va moins au cercle. Miami aussi, Miami, on a l'impression qu'ils sont un peu à un carrefour de... Jimmy Butler, il y a eu la demande de trade. Il y a aussi Tyler Herro qui a pris un stretch supérieur. Et puis il y a Bam Adebayo quand même là-dedans, mais ce changement de rôle, en tout cas pour l'instant, ne lui réussit pas. Et même défensivement, je trouve que c'est moins ça que les autres années où là, il était la clé de voûte de la défense de Miami. Cette année, il est un peu plus en galère, notamment j'avais pris, ça vaut ce que ça vaut, hein, c'est la métrique Defensive LeBron où il est à 1,55. Et en fait, pour un peu dire à nos auditeurs, d'habitude, il était au-dessus de 2 et il a toujours été là-dedans. Enfin, il a toujours été très régulier défensivement et c'est vraiment la première année où il est en dessous. Donc, est-ce que c'est le fait peut-être que son rôle ne lui convient plus, que aussi Miami, on est dans un entre-deux finalement où ça fait déjà 2 saisons qu'ils font le play-in. Donc, ouais, beaucoup de questions du côté du 8, je trouve. Avant de renvoyer la balle à la défense. Je vais pas le défendre en plus. Non, mais le défendre. Mais, moi, j'ai quelques pistes quand même dans cette histoire parce que déjà, je suis d'accord avec ce que tu dis, Matt. Ça se voit de toute façon dans son régime de tir. Il s'est mis à prendre les mi-distances que Tyler Herro ne prend plus, ce qui est assez marrant. Tyler Herro qui aurait pu être un des joueurs d'ailleurs cité positivement. Donc, oui, il y a ce côté. J'ai envie de l'appeler le syndrome Giannis d'il y a quelques années. Il se met à prendre des tirs, à se prendre pour un shooter qui n'est pas forcément. Et peut-être que justement, voilà, pour te faire une passe un peu en le défendant, peut-être qu'il y a une notion de moyen terme par rapport à ce que tu venais de dire, Matt, Miami, ils sont un peu coincés en termes de niveau. Ils sont à un carrefour, il y a le cas de Jimmy Butler en milieu. Est-ce que tu joues vraiment quelque chose à court terme ? Pas sûr. Par contre, est-ce qu'à moyen terme, le fait d'essayer de faire évoluer ton régime de tir pour voir ce que tu peux et ce que tu ne peux pas prendre est une idée ? Je ne sais pas si c'est vraiment ce qui est derrière tout ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, on voit Giannis cette année qui s'est mis d'ailleurs à les mettre, les mi-distances, qui devient une vraie menace là-dessus. Est-ce que c'est le chemin que veut suivre Bam Adebayo et le hit ? Je n'en sais rien, mais ça pourrait être une piste pour expliquer, parce qu'ils ne sont pas plus bêtes. On a souvent vendu les mérites de Spoelstra notamment. Il les voit bien que ces tirs-là ne sont pas ceux que prend d'habitude Bam Adebayo et qui ne sont pas efficaces. Donc si ça continue dans cette optique-là, je me dis qu'il y a peut-être une raison derrière. En tout cas, il y a peut-être des essais qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. Non, vous avez raison. Il s'éloigne trop, en fait, Bam. Il y a ce truc avec Bam, alors c'est pas linéaire, mais en gros, depuis son arrivée en NBA, il y a une stat sur Basketball Reference de la distance moyenne de tir, et c'est de plus en plus loin. Voilà. Et cette année, il a 10 pieds quelque chose, quoi. Il est à 3 mètres et quelques, et tu peux pas être à 3 mètres et quelques quand tu es Bam Adebayo qui a un mi-distance, vous l'avez bien assez dit, qui est un peu, qui est perfectible. Et je sais plus, j'ai entendu ça où, mais moi, je pense qu'il y a une explication assez logique à ça, c'est que Bam, en gros, a fini la saison dernière en nous disant, j'arrive à 3 points, je vais commencer à mettre des tirs. Bref, il en a mis 2-3 en fin de saison dernière. Et là, c'est purement de la théorie, mais est-ce que Bam fait pas partie de ces joueurs, un peu comme Giannis à une époque, à trop vouloir développer une compétence,
donc potentiellement son tir à 3 points, on en a peut-être délaissé d'autres, parce que même certains de ces tirs à mi-distance qu'il mettait, ou ces short mid, il les a mis ceux-là. Par contre, ceux-là, je veux pas en entendre parler. Il les a mis à une période, il les met plus. Donc, est-ce que c'est pas le développement d'une nouvelle compétence qui a fait qu'une autre a régressé? Je sais pas, c'est juste une piste comme ça, mais effectivement, il est en difficulté. Je vais sortir la stat pour mon joueur à moi, mais si tu prends la stat du one-on-one shot making, c'est une stat de Basketball Index, donc shot making du mec en 1 contre 1, quoi, sa capacité à mettre des tirs en 1 contre 1, sur 181 joueurs, bam, il est 181e, il est dernier. Donc, il est vraiment en grande difficulté sur le scoring. Donc, je suis assez d'accord avec vous, même défensivement. Non, c'est une mauvaise année de Bam qui, spoiler, aura du mal à se maintenir dans le DH20, je pense. Ouais, c'est un vrai sujet, ça. C'est un vrai sujet, ça. Pas facile comme phrase. Matt, je veux bien avoir ton avis sur celui des skills à développer, parce que c'est vrai que c'est un thème qu'on pourra aborder d'ailleurs une fois qu'on parlera du jeu moderne, etc. Mais de cette volonté de toujours vouloir prendre le plus de tirs à 3 points, d'écarter le plus le jeu possible en NBA actuellement. Tu as envie que ton big, du coup, soit, si ce n'est une menace, en tout cas qui pose une question à la défense en face. Donc peut-être qu'il y a cette idée derrière. Est-ce que ça se fait au détriment d'autre chose? Qu'est-ce que tu en penses, Matt? Bah ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être un essai. Essayer de, vu qu'on sait que, comme tu as dit Ben, il rentre bien, c'est short mi-distance. Moi, je suis d'accord là-dessus. Pour moi, ça, c'est un tir qu'il maîtrise, donc il y a aucune raison de lui enlever. Peut-être qu'ils se sont dit, bah, il shoot bien. Je crois qu'aussi au lancer franc, il me semble qu'il c'est un bon shooter de lancer franc. Je me demande si même il est pas loin des 80%. Donc, en fait, c'est pas non plus déconnant d'essayer. Tu te dis, oui, il a un bon toucher de balle. Pourquoi on l'éloigne pas du cercle? Peut-être que cette saison, c'est un essai, surtout que ce qu'il faut se rappeler, c'est que Tyler Herro, ils lui ont changé son régime de tir également. Donc lui, avec du succès, bam, pas. Et peut-être que l'année prochaine, ils vont régler tout ça. Je me dis aussi, est-ce que c'est pas le fait que le Heat, justement, Butler, on le sait, il a demandé son trade, mais déjà cet été, on sentait bien que il y a quelque chose qui n'allait pas. Et peut-être qu'ils se sont dit, de toute façon, saison régulière, il n'est pas trop là. Il faut peut-être que, bam, on lui développe d'autres skills pour qu'il le remplace, entre guillemets. On a aussi Terry Rozier qui a été pris, mais qui donne pas vraiment satisfaction. Le Heat, en fait, peut-être essaye de trouver un peu des réponses sur des joueurs qui ont déjà des compétences et qu'ils essayent d'en développer d'autres. Sachant que c'est une explication qui a d'autant plus de sens que si t'imagines dès l'été que Jimmy Butler fait pas de vieux os à Miami, tu sais que ton projet dans la forme actuelle est mort. En gros. Donc, autant développer d'autres compétences pour peut-être tes deux autres meilleurs joueurs, concrètement pour la prochaine itération de ton équipe. Ouais, juste pour répondre à la question posée par Man, ce que je suis allé chercher au lancer franc, c'est son plus bas pourcentage depuis 4-5 ans à BAM pour le coup. Donc il y a aussi peut-être une question de confiance qui va avec en ne rentrant pas ses tirs. Mais ça reste un très bon shooter de lancer franc. Globalement, il est à 72% sur la saison. Il est à 72 BAM cette année? D'après, oui, je suis sur Cleaning de glace en tout cas, free throw percentage 72%. Donc c'est vraiment la plus basse, c'est-à-dire qu'il était entre 75 et 80 depuis 2020. Il a fait une saison à 80, Bam. C'est ce qui me semblait, ouais. Oui, 2022-2023, il a 80,5. Ouais. Donc effectivement, il y a une petite baisse, mais ça va toujours avec. C'est-à-dire que nouveau régime de tir, moins de confiance dans ton tir. Voilà, on connaît cet effet boule de neige, pour le dire en bon français. Eh bien, une fois parlé du Heat, parlons d'une autre équipe de l'Est une nouvelle fois. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Est finalement. Il n'y a que d'Est. Ben, je t'en prie, tu as commencé à parler de la statistique. Vers où tu nous emmènes? Vers quel joueur du coup? Ouais, du coup, cette stat du one-on-one shot making, vous souhaitez pas que votre joueur favori soit très très bas dans cette stat comme les BAM pour moi. On va parler du joueur qui se classe 171e, très difficile à dire ça aussi, sur 181. On va parler de Jaylen Brown. Alors, je voulais juste mentionner Jaylen Brown pour deux raisons. La première, c'est parce que je pense qu'on devait mentionner les Celtics quelque part, parce qu'ils font une séquence bizarre ou pas très inspirée sur ces dernières semaines où globalement ils mettent pas trop de tirs. Leur défense tient toujours encore, mais ils ont des défaites un peu embêtantes. Et Jaylen Brown, en premier chef, fait pas une bonne saison en fait. Alors Jaylen Brown, on a un très lourd passif sur le personnage ici chez Dunk Hebdo, mais il fait pas une bonne saison. Moi, les séquences que je vois de Boston, moi, c'est peut-être défensivement aussi. C'est Jaylen Brown qui avait sorti, c'était l'été dernier ou c'était cet été qui voulait être All-in Defensive Team. Il a sorti ça un jour. Je sais plus quand il l'a sorti, mais il a sorti qu'il voulait All Defensive. Non, du coup, vu l'implication. On revoit un peu le mauvais Jaylen Brown sur off-ball, on-ball, et il met rien aussi.
Il met rien. Donc globalement, je voulais juste, ça sera pas le joueur négatif le plus long parce qu'en soi c'est pas sympa de taper sur un joueur comme ça, c'est pas la séquence la plus marrante, mais oui, en fait pour moi il illustre beaucoup de problèmes et comment dire. On est arrivé à une séquence et c'est Constant qui posait cette question-là dans la conversation. À quel moment on commence un peu pas à s'inquiéter, mais à dire que ce qui se passe actuellement du côté des Celtics, c'est pas juste une équipe qui est en pilotage automatique. Attendons 2-3 semaines et on va peut-être commencer à se poser cette question parce que ils mettent rien. Et Jaylen Brown, alors que c'est globalement la même sélection de tirs globalement, hein, dans les grandes lignes, mais rien du tout. La question est posée. Matt, est-ce qu'on s'inquiète déjà des Celtics ou est-ce qu'on est sur une équipe championne qui est dans une deuxième saison, en milieu de saison, des moments où il y a peut-être un peu de relâchement, hein. Oui, je pense. En plus, je suis allé voir, là, j'ai fait un filtre rapidement là, sur justement le quart de saison sur lequel on parle. Et en fait, c'est vrai que le bilan est pas très bon. Il est quasiment à l'équilibre. Mais en fait, quand tu regardes le net rating, il est à 7. C'est ça. Et quand tu regardes le fameux que tu parlais tout à l'heure de win differential, ils sont derniers en fait. C'est-à-dire que ils perdent en fait leur match de peu visiblement. Donc c'est ça aussi, je pense, où ils en pâtissent. Et j'avais aussi une petite stat que je vais la piquer à Constant qui nous est sorti dans la conversation. C'est en fait les Celtics sont à 19-4 dans bilan sans Porzingis et ils sont à 9-8 avec Porzingis. Alors je sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai énoncé après. Le fait aussi que, on le sait depuis l'année dernière, après le All-Star Game, il y a eu un changement de règles où en fait, il siffle moins certaines fautes. Et Porzingis a pas mal empathie de ça, où en fait, ses post-up fonctionnent moins bien parce que, en fait, il arrivait tout le temps à obtenir des fautes et maintenant, il les obtient plus. Qu'on le sait, il n'arrive pas vraiment à aller au cercle sur ses post-up, il shoot à mi-distance. Et j'ai l'impression que les équipes ont scouté aussi ça et se disent maintenant on préfère qu'il nous shoot par-dessus. Si ça rentre, mais on sait que des fois ça rentrera pas. Et en tout cas, je pense qu'ils en pâtissent pas mal de ça. Et pour en revenir à Jaylen Brown, le problème de son profil, je pense c'est un bad shot taker. Donc il a un régime de tir tellement compliqué qu'il y a des saisons, ça va un peu plus rentrer, donc son efficacité sera là. Et puis là, comme sûrement maintenant, c'est moins bon et puis du coup forcément son efficacité elle est pas là, mais il a pas un régime de tir qui fait qu'il peut être régulier en fait, Jaylen Brown. Et c'est très intéressant que tu parles de Porzingis parce que j'avais vu une déclat, je l'ai vérifié, il a bien dit ça, Jaylen Brown. Il y a combien de temps? Mauvaise vérification. Ben Satur aurait dû le vérifier jusqu'au bout. Ça date de quand? Ça date d'il y a une semaine où Jaylen Brown expliquait qu'en gros aussi, parmi les difficultés, une des explications aux difficultés actuelles des Celtics, c'est le fait de réintégrer des joueurs qui se blessent, qui reviennent, etc. Voilà, donc, il explique que ça, et avec Porzingis aussi, lui qui est peut-être pas le joueur de l'équipe des Celtics qui a la relation la plus facile avec Porzingis en tant que joueur sur le terrain, peut-être que ça joue pour lui. Oui, et puis c'est aussi le joueur qui a le mauvais rôle, comme disait Matt, son régime de tir est compliqué, mais parce que du côté des Celtics, quand ça ne fonctionne pas aussi bien qu'il voulait, c'est soit Tatum, soit Brown qui doit prendre un mauvais tir. Et effectivement, dans ce régime-là, c'est compliqué, mais juste aussi pour Porzi, je voudrais appuyer dessus. C'est vrai que peut-être, c'est assez amusant de se dire dans cette discussion que la rareté de sa présence sur le terrain jouait pour lui, finalement. Peut-être que là, maintenant, les équipes adverses, comme tu l'as dit, se disent « Ok, Porzingis, il joue, Porzingis, il va être présent, donc on va regarder comment il joue et comment on doit le défendre. » Et c'est vrai que la manière des Celtics d'attaquer avec ou sans Porzingis, c'est un peu différente, forcément avec un profil comme ça, donc ça joue pas forcément en leur faveur. Est-ce que vous voulez en faire un peu plus sur les Celtics ou finalement on n'est pas si inquiet, on est d'accord? Non, fallait. En fait, moi, tu vois, j'aime bien que le DH20 soit un peu DH20. Oula, 4K. J'aime bien que le 4K soit un peu une photographie. Et dans la photographie du deuxième quart de saison, pour moi, faut mentionner que les Celtics sont pas dominants en ce moment. Pour voir si ça reprendra le bon chemin ou si ça va, on aura eu des raisons de s'inquiéter. Donc réponse, déjà on en reparlera peut-être dans le prochain quart. Et du coup maintenant, séquence un peu transition. Vous l'avez compris si vous avez suivi au niveau des comptes, ça va faire le troisième joueur, mais on va faire les deux en même temps. Le troisième joueur et la première équipe négative, puisqu'avec Matt, on est à peu près arrivé au même point. Je vais commencer avec le joueur négatif et vous allez vite comprendre du coup de quelle équipe on va parler. Et c'est une stat d'ailleurs, je vais remercier Adrien, très, très beau prénom, du Slash Pod avec qui j'ai parlé de ce joueur et qui me l'a donné autour de Buddy Hield. Donc Buddy Hield et le Slash Pod, vous avez compris, on va parler des Warriors. Les Warriors sont à 10-0, c'est ma stat, c'est 10-0 quand Buddy Hield met plus de 18 points. C'est aussi simple que ça. Sauf que
Buddy Hield, sur ce deuxième quart de saison qui avait commencé, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, le début de saison, on avait des Warriors qui étaient à 12-4 fin novembre, en tête de la conférence Ouest. Tout allait bien, Buddy Hield était incroyable. Évidemment, du côté de la fanbase des Warriors, on se demandait comment c'était possible qu'un joueur comme ça soit passé entre les mailles du filet. Et le fameux cycle Buddy Hield est en train de se répéter pour ceux et celles qui voient le même Twitter. Ça y est, ça ne va plus. Depuis donc le 9 décembre, la période que j'ai pris, c'est 33% à 3 points pour Buddy Hield sur 7 tentatives par match, parce que c'est ça aussi. Donc monsieur Arrose n'est plus très efficace et ça devient compliqué. Voilà, il ne met pas assez ses tirs et c'est un des syndromes, je pense, Matt, je vais te laisser développer, de ces difficultés du côté des Warriors. Il y en a d'autres, notamment, tu parlais de changement de rôle, Ben, juste avant, du côté des Celtics. Buddy Hield l'a dit dans une interview et c'est quelque chose qu'on va pouvoir étayer. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai quelques stats de côté, mais peut-être que Matt t'a décidé de les utiliser. Il y a beaucoup de changements de rôle, de minutes, de à quel moment tu rentres, avec qui tu joues du côté des Warriors. C'est compliqué et pour Buddy Hield et pour le reste de l'équipe. Ouais, moi, la stat que j'avais, c'était 104,4. Et en fait, c'est l'offensive rating des Warriors sans Stephen Curry sur le terrain. Et pour donner un ordre d'idée, les Wizards qui sont derniers, ils sont à 106. Donc, pour dire, cette année, quand t'es derrière les Wizards, c'est chaud. Et je suis allé voir les autres années. Les autres années, sans Curry, c'était dans les 110, 112, quelque chose comme ça. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très mauvais. Et en plus, ça se voit. Je veux dire, quand tu regardes les matchs, ça se voit. Dès que Curry sort sur le terrain, c'est catastrophique en fait. Déjà, je pense qu'il y a un mauvais spacing parce que souvent, il fait jouer soit Looney, soit Trayce Jackson-Davis avec Draymond Green. Enfin, il y a souvent deux non-shooters qui se retrouvent sur le terrain. Donc, tu as un spacing qui est pas du tout optimal. Et puis, j'ai l'impression aussi qu'ils essayent. Il y a eu Kuminga, ils essayent de lui donner un peu plus de responsabilité. Il y a eu, en début de saison, ça marchait pas trop mal. Là, j'ai l'impression que ça marche beaucoup moins bien. Donc, autant ils ont vraiment commencé très fort. Et là, c'est en train de se recasser la gueule. En fait, je pense qu'ils payent, pour moi, ils payent un peu leur choix. Où en fait, ils n'arrivent pas à se décider. Ils ont cette double timeline ils restent coincés. Et en fait, on a l'impression qu'ils veulent rester dedans. Parce qu'à chaque rumeur de trade qu'on entend, à chaque fois, ils veulent pas trader. À chaque fois, ils disent non, Kuminga, on veut le garder. Andrew Wiggins, on veut le garder. Nos jeunes sont précieux, on veut les garder. Donc, c'est compliqué pour ces Warriors. Avant de rajouter, Ben, si tu veux y aller sur les Warriors. Alors, ça me fait beaucoup penser à une réflexion qu'on avait eue au début de saison quand on parlait des Warriors. Et peut-être qu'un auditeur nous avait posé la question et j'ai peut-être jamais répondu. Alors, parenthèse, ça m'arrive souvent. Si je réponds pas à votre mail, renvoyez-le ou envoyez sur une autre plateforme et je vais y penser. Parfois, ça m'arrive de le lire, de l'envoyer à l'équipe et de pas répondre. Je m'excuse. Et qui nous avait demandé justement, et je crois que c'est moi qui avais dit ça en plus, en quoi c'est négatif de faire tourner beaucoup de joueurs. On a l'illustration actuellement, c'est que les joueurs te disent souvent que, en termes de rôle, pour eux, c'est bien d'avoir de la stabilité parce que tu sais quoi faire, tu sais ce que le coach attend de toi. Et, la rotation XXL des Warriors en début de saison, elle faisait ravir. Peut-être que, voilà, c'était la NBA, la nouvelle NBA. Il n'empêche que, et Matt l'a très bien illustré, il y a un paquet de joueurs qui ont du mal à identifier leur rôle. Et pour moi, c'était la problématique qui allait se dégager à un moment de ça. C'est que une rotation à 10-11, ça n'existe pas en NBA, en fait. Il y a un moment où il faut un temps de jeu assez conséquent et pour chaque joueur et aussi des rotations qui ont une logique semaine après semaine, match après match pour installer des habitudes et des circuits de jeu. Et ça, les Warriors l'ont pas, et c'est ce qui fait que les Warriors sont particulièrement... Je vois les jouer les Wizards. Si t'es derrière les Wizards en attaque, c'est chaud. C'est chaud. Quand il n'y a pas Curry, évidemment. Mais oui, pour aller dans ce sens-là, je suis allé compter 41 matchs à l'heure où on enregistre qui ont été joués. Combien de starting line-up différents du côté des Warriors, à votre avis ? 20. Pas loin. C'est 22. 22 starting line-ups différentes. Alors, il y a des questions de blessures aussi, évidemment, mais quand tu as changé 22 fois sur 41, on a plus de la moitié des matchs de starting line-up et donc de rotation derrière aussi, comme tu disais, Ben. En début de saison, Steve Kerr parlait aussi, il disait « Oui, j'ai un effectif très profond cette année, c'est super ». Cette question-là dont tu parlais, là, c'est la même chose. C'est oui, tu changes de 5, mais du coup, tu changes qui sort, à quel moment et joue avec qui. Ça fait beaucoup de complications. Et l'autre sujet sur lequel je veux bien t'entendre, Matt, c'est évidemment le sujet de Curry, qui je pense sera un sujet des H20 pour le coup. Un Curry qui, ça y est, commence à... Alors je ne sais pas si c'est uniquement lié à l'âge, au physique, mais tout de même, il y a eu quelques blessures. Des fois, il est mis au repos de manière préventive parce qu'on a peur qu'il se fasse un peu mal.
on sent que voilà, le jeu de Steph Curry, malgré le fait que c'est vrai que son image est celle de tout le monde peut le faire, il suffit de shooter, etc. C'est un jeu qui est extrêmement demandant physiquement et qui est extrêmement demandant en termes de cardio notamment, parce qu'il a beaucoup de responsabilités off-ball, il doit multiplier les courses, etc. Et avec notamment un Buddy Hield qui est plus trop une menace à 3 points, être à nouveau le garant total du spacing d'une équipe qui en manque un petit peu globalement, et ben on commence à voir les limites de Stephen Curry qui n'est pas éternel, ça commence à être compliqué. De l'autre côté du terrain aussi, défensivement, de sources proches du dossier, j'ai envie de dire chez Dunk Hebdo, on sait que du côté de Jerry Stackhouse, on a essayé de simplifier un petit peu les schémas défensifs pour aider certains joueurs qui avaient du mal, pour ne pas citer Jonathan Kuminga. Mais du coup, Curry est un peu moins caché, ça lui demande des efforts, il les fait, il n'est pas totalement négatif, Curry, défensivement, mais voilà, ça fait beaucoup de choses qui s'accumulent sur la charge de travail, globalement, voilà, c'est son boulot de joueur de basket, de Steph Curry, qui est aussi un peu, voilà, à l'image du reste de l'équipe, un peu en difficulté par rapport au standard de Steph Curry, qu'on s'entende. Oui, bah en plus je pense qu'il est, en fait il a pas de relais, Stephen Curry. Je pense que c'est ça le problème. On en parlait, je me rappelle lors des previews, on avait déjà mis dans les questions qui va être l'autre créateur en fait à côté de lui. On n'en a pas vraiment. Alors oui, ils ont ramené Ils ont un peu. tenté Schroeder, ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Déjà en début de saison, il y avait Kyle Anderson, tout ça, qui peut un peu prendre le relais pour faire le passing up, tout ça. Mais moi je disais, il manque quand même un porteur de balle dans cette équipe. Effectivement, comme tu dis, ils ont pris Dennis Schroeder, mais c'est pareil, pour moi, ça, c'est un choix à la marge. On va encore garder nos 2 timelines, donc on prend un choix, on va pas payer trop cher, on va prendre Dennis Schroeder, sauf que, oui, c'est bien gentil, Dennis Schroeder, mais pour moi, c'est plus un 6e homme, enfin, ça va pas te changer la face de ton équipe. Et du coup, bah, même quand les minutes, déjà, ils le font souvent. Déjà, le truc que je comprends pas, c'est Schroeder joue souvent avec Curry, ce qui est assez bizarre. Mais même les minutes où il y a juste Schroeder sur le terrain, c'est même là depuis récemment, j'ai regardé quelques matchs, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon quoi. Le spacing n'est pas optimal. Buddy Hield qui a remplacé Klay Thompson. Alors oui, il était en feu en début de saison. Là, comme tu l'as dit, il l'est plus du tout. Mais en plus, c'est pas une nouveauté. Buddy Hield, c'était un peu le cas quand il arrive aux Sixers l'an dernier. Il a commencé très fort les 5-10 premiers matchs et puis après le cycle. C'était à nouveau. On va mettre ça sur la vidéo YouTube, le moment. Ouais. C'était à nouveau catastrophique. Et il y avait une autre stat aussi que j'avais notée. Je me rappelle, Ben, tu l'avais dit quand on avait fait le point là sur les Warriors en même temps que les Cavaliers, qu'ils étaient dans les premiers, tu sais, dans la défense du 3 points, là, la fameuse défense Jedi. Ah bah là, ça s'est complètement inversé. Lors de ce stretch, ils encaissent 39,8% de 3 points et ils sont avant-derniers. Voilà. Ça fait mal. La fameuse défense Jedi, du coup. Mais elle n'est pas de nous, elle vient des States. Mais avant de redonner la parole, Ben, si tu vas en rajouter, c'est vrai que ce que tu dis, Matt, c'est intéressant, le fait qu'il y ait beaucoup de minutes avec Curry et Schroeder, et des fois, c'est vrai qu'on voit aussi Curry qui... des fois, on attend, j'ai vu quelques extraits de match, on attend de voir Curry prendre des tirs, il y a des moments de match, surtout sur les débuts de match, où il est moins agressif qu'avant. Tu sens il a envie de laisser le jeu se faire, puis finalement ça se fait pas, et il force un peu son jeu derrière. Alors ça reste Steph Curry, ça reste extraordinaire, mais je sais pas, on le sent un peu emprunté. Enfin, en tout cas, moi, sur cette partie de saison, et les quelques matchs que j'ai vu des Warriors, on sent que Curry commence, alors à la fois physique ou mental, j'en sais rien, c'est vrai que ça devient compliqué, ces double tie line, en termes terrain, en termes pour le front office, etc. Mais je pense qu'aussi pour un Curry, au bout d'un moment, de plus savoir où tu vas, qui tu es, est-ce que tu es de la timeline numéro 1 ou pas, ça va être aussi un peu éreintant. Je ne sais pas si c'est aussi un facteur. Là, on est sur l'intangible, bien sûr. Puis, sachant que, du coup, vu que je connais limite par cœur les stats au pull-up, vu qu'on a fait que de parler de ça en début de podcast, Curry est peut-être pas dans des standards prime Curry, mais il fait pas une mauvaise saison au pull-up aussi. C'est ça où je pense qu'on peut relativiser la mauvaise saison de Curry. Disons que c'est la trajectoire classique pour un des meilleurs joueurs de l'histoire qui est en train de vieillir. Mais le fait est que on n'est pas sur une chute drastique en termes de niveau de jeu qu'on peut voir arriver à un certain âge. Je pense à Mike Conley, par exemple. Mike Conley qui vieillit et qui, lui, en 6-7 mois a connu une panne terrible. On n'est pas face à ça. Donc, ça dit beaucoup de ce qui l'entoure, tout simplement. Tout le monde n'est pas LeBron James. LeBron James est une exception. Voilà, ça nous le rappelle à chaque fois qu'on voit des joueurs vieillir petit à petit. Parce que Steph fait partie des plus vieux joueurs de la ligue, mine de rien. Tu le dis, il a bientôt 37 ans en 2025.
Ça nous rajeunit pas cette affaire. Passons à autre chose. Du coup, on va passer à l'équipe négative suivante. Et Ben, justement, elle est pour toi. Donc, tu viens de laisser la parole, tu la reprends. Je t'en prie, retour à l'Est, du coup. Ouais, on a passé beaucoup trop de temps à l'ouest, coup de soleil. Retournons à l'est. Alors, ma stat, pour illustrer l'équipe, moi, c'est 12,6%. Alors, c'est une stat que vous ne trouverez pas sur les sites de statistiques. C'est le nombre de minutes jouées par le Core 4, donc les 4 joueurs centraux du projet des Hornets. C'est donc Bridges, Miller, Ball, Williams sur les 17 matchs de la période qui nous intéresse. Donc, ils ont joué 12,6% des minutes. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous donnes cette stat? Quel est l'intérêt de cette stat exactement? Parce qu'en fait, si on élargit un peu la focale et si on regarde depuis la saison rookie de Brandon Miller, c'est donc la saison dernière, Brandon Miller est un sophomore. Donc, sur les 5785 minutes jouées par les Hornets depuis la saison rookie de Brandon Miller, le Quatuor en a joué 152 ensemble. C'est 2,6%. C'est-à-dire que sur les 17 derniers matchs là, qui viennent se passer, ils ont joué plus de minutes ensemble que sur la saison dernière et le quart de saison d'avant. Voilà, et largement, hein, parce que du coup, ils en ont joué 98 des 152 sur les 17 derniers matchs. Alors pourquoi je pose cette question? Parce que pour moi, les Hornets, on est un peu coincé dans un cycle chez Dunkeddo, c'est-à-dire qu'à chaque début de saison, on s'enflamme sur la possibilité Hornets. La saison, malheureusement, pour effet de blessures, de contre-performance, on n'en parle pas pendant un an. Et ensuite, on redémarre une saison en s'extasiant sur les potentialités du projet. Moi, je me pose vraiment des questions sur la viabilité de ce projet à moyen terme. C'est-à-dire que des projets où il y a un joueur injury prone, on en a déjà vu. Et on en a déjà vu qui réussissent, qui ne fonctionnent pas. Là, Mark Williams, c'est un joueur injury prone. Mark Williams, à l'heure où on enregistre, il a joué 10 matchs de suite. C'est sa 3e saison NBA. C'est sa 3e meilleure série en carrière. Mark Williams a joué plus de 10 matchs 3 fois en carrière. Voilà. Donc déjà, on est sur une période de festive pour Mark Williams. Ensuite, on a LaMelo qui rate beaucoup de matchs. On a Brandon Miller qui est blessé gravement et visiblement peut-être jusqu'à la fin de la saison. Et il y a Miles Bridges qui est dans cette, voilà, comment le vend le corps fort du front office des Hornets, mais qui est peut-être un peu à la marge lui parce qu'il est un peu plus vieux et que c'est pas le centre du projet comme les 3 autres. On a vu des projets genre, on parlait des Warriors. Steph, début de carrière, se blesse souvent. Là, je suis à des problèmes, mais à côté, Clay joue tous les matchs, Dre joue tous les matchs. Ils jouent tous les matchs, les autres. Là, tu as 3 joueurs qui manquent de répétition, qui jouent jamais ensemble. Je veux dire, 152 minutes en 2 saisons pour ces 4 joueurs-là. Moi, je me demande vraiment, on va où, en fait? J'ai une grosse crainte vis-à-vis de ce projet Hornets et je trouve que j'en ai marre qu'on n'en parle pas pendant la saison. En fait, j'ai un problème avec l'avenir à moyen terme de cette équipe quant à sa capacité à mettre ses 4 meilleurs joueurs sur le terrain. C'est un peu ton sujet en ce moment, les joueurs qui ne voient pas le terrain. C'était aussi le cas la semaine dernière. Donc le sujet des joueurs qui ne voient pas le terrain. Matt, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces Hornets? Je sais même pas, est-ce que tu as un avis sur ces Hornets? C'est vrai que c'est toujours, tu l'as bien dit, c'est toujours, moi j'étais un peu plus, je me disais tiens, ça va être intéressant, ils ont ramené Grant Williams, ils ont ramené de la compétence. En plus, Grant Williams s'est blessé, donc super. De toute façon, cette année, Treman, enfin bref. Ouais, donc ils ont un peu commencé fort la saison, tout ça, mais c'est vrai qu'à chaque fois ça retombe un peu comme un soufflet, et un peu comme, moi je suis un peu déçu de LaMelo Ball aussi, où il a bien démarré. Mais je trouve que c'est un peu, ça reflète bien, je trouve, ce projet Hornets où en fait LaMelo Ball, il a des flashs, je trouve, de fou. En fait, c'est les passes qu'il fait, il a une créativité de dingue, même des fois les pull-ups. C'est le fou contre la planche pour aller faire une passe là, il y a quelques semaines. Il te sort des trucs de fou, il te fait des pull-ups, des fois ça rentre, sauf que le problème de ça, il y a énormément de déchets. Et en fait, je trouve que depuis qu'il arrive en NBA, il a pas un jeu structuré. En fait, il aurait besoin de structurer son jeu. Mais je trouve que ça reflète bien ce que sont les Hornets, où aussi, eux, ils devraient structurer leur projet. Et je trouve, je sais pas si c'est lié ou si c'est... mais LaMelo Ball aussi, je trouve qu'il y a un énorme potentiel, mais ce potentiel-là, on n'arrive pas à en faire quelque chose. En fait, on reste toujours à ce joueur fantasque, mais qui n'arrive pas à être efficace et qui finalement n'arrive pas à monter les paliers. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, c'est aussi ce qui me gêne, avec un grand guillemet, avec beaucoup de guillemets, mais autour des Hornets, c'est vrai qu'au-delà, donc, comme tu l'as dit, Ben, des problématiques de blessures, il y a ce truc. Bon, c'est une équipe avec du flow, hein, ça on peut le dire. Tu as cité Treman aussi, il y a leur maillot très 90s. Bon, il y a tout ce qu'il faut pour plaire, mais c'est vrai que LaMelo Chino Hill, c'est un peu c'est rigolo pendant 2 minutes, mais
avec tout le bagage qu'il a, comme tu dis, Matt, on a envie de le voir dans une équipe, comme tu as dit, c'est le bon mot, avec une certaine structure. Sinon, on a ce sentiment un peu Jason Williams pour les vieux, c'est-à-dire que c'est super pour faire des highlights, c'est super pour avoir des votes au All-Star Game, pour la mélo, manifestement, mais au bout d'un moment, pour gagner des matchs, c'est vraiment dommage. Donc, est-ce que c'est à imputer au coaching staff, à la franchise au sens large? C'est vrai que la franchise, on se pose des questions. Tu as cité le nom du joueur dont il ne faut pas prononcer le nom, mon cher Ben. C'est vrai qu'il y a des questions, c'est pas trop ce qu'ils font. Donc moi, personnellement, j'avoue que les Hornets, c'est rigolo. C'est fun en termes de flow de temps en temps, mais sinon, c'est pas très intéressant, si ce n'est pour voir Tidjane Salin, qui, pour le coup, lui en plus, a un peu de mal sur ce début de saison. Ça se passe pas bien, il a du mal à mettre dedans, tout simplement. Et puis après, c'est un rôle un peu compliqué. Et comme on l'a dit, on revient sur le sujet précédent, c'est-à-dire que les blessures, les rôles qui changent, les rotations qui changent. Comment t'intégrer en tant que rookie là-dedans? C'est pas forcément facile, donc compliqué, quoi. C'est ça, c'est que prenons l'exemple du duo LaMelo Ball, Mark Williams. En théorie, tu as LaMelo Ball qui a, vous l'avez dit, un joueur de pick and roll extraordinaire, qui a la menace du tir et qui en plus fait avec un pivot comme Mark Williams qui a des grosses séquences. Là, j'ai un peu moqué son nombre de matchs joués, mais qui a des bons matchs sur la séquence. Mark Williams est donc dans sa 3e saison NBA. Ils ont joué ensemble 773 minutes. C'est 8% des minutes des Hornets sur les 3 dernières années que ton pivot du futur et ton franchise player ont passé ensemble. Je veux dire, il y a un problème de répétition. C'est-à-dire que là, ça va être la même 100 000 heures, du coup. Exactement. C'est-à-dire que ma stat, là, tout à l'heure, ils seront à 152 minutes à la fin de la saison, sur 9000 minutes jouées. C'est inimaginable comme incapacité à rester en bonne santé tous les deux. Et moi, une deuxième chose, je trouve que du coup, le fait qu'on ne puisse pas voir l'équipe jouer, ça laisse un espèce de doute sur son niveau réel, alors que sur la séquence, et c'est pour ça que j'ai choisi cette séquence aussi, non seulement parce que c'est quand même marrant de se dire qu'en jouant 98 minutes, ils ont joué presque plus que les 14 derniers mois, mais bref, c'est aussi que ils ont un calendrier ultra accessible sur la séquence. Ils jouent 2 fois les Wizards. Désolé Adrien, ils jouent 3 fois les Bulls. Ils ont un calendrier ultra accessible. C'est une des pires équipes de la NBA sur la séquence. Offensivement, ils sont très peu productifs. Donc, moi, j'ai vraiment un questionnement vis-à-vis de la direction de la franchise et je veux pas imputer ça juste au front office. Je me dis juste que là, t'as un trio qui, sur le papier, t'as ton pivot du futur, t'as ton franchise player ball handler et t'as ton joueur de 2e année sous Sophomore ailier qui est peut-être pas une explosion cette année, Brandon Miller, mais ça allait. Sur le papier, t'as un espèce d'axe parfait. Le truc, vas-y. ils jouent pas. Enfin, ils jouent jamais ensemble. Je veux relancer là-dessus, Matt, je veux bien ton avis sur cet enchaînement, Ben, que tu viens de décrire de blessures, de doute qui peut être positif ou négatif, mais du coup qui entraîne dans ce type d'équipe de petit marché, voire le cas Pelicans qui était évoqué la semaine dernière dans le podcast finalement. Avec ces doutes, tu ne fais pas de choix. Tu ne fais pas de choix drastique, en tout cas, au niveau des joueurs, des trades que tu veux faire, de qui tu vas garder. Est-ce que tu peux les faire? J'en sais rien. Est-ce que tu veux les faire? Manifestement non, parce que tu as trop de questions. Oui, et puis en plus, le propriétaire est là depuis pas longtemps. Il y a eu un changement de coach récemment, depuis cette saison. Ouais, je pense que vous avez tout dit. Le problème, c'est que difficile de faire un choix parce que en fait, tu vois pas, quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en plus, quand tu regardes, effectivement, il y a l'axe 1-5 qui est là, même le spacing. Par exemple, si on reprend Détroit à l'époque, on savait qu'il y avait un problème de spacing, mais les Hornets, je trouve pas que c'est un problème. Donc, en soi, tu devrais avoir une espèce d'attaque compétente, tu l'as pas. On le sait, du coup, les joueurs sont pas assez là. Enfin, franchement, même moi, je n'arrive pas trop à savoir où vont ces Hornets. Mais tu vois, c'est vraiment la grosse problématique. Je me suis dit, je pouvais pas ne pas parler des Hornets parce que, et de l'autre, je pense que leurs fans peuvent avoir de l'espoir parce que je pense qu'il y a un truc avec cette équipe-là. Mais à quel moment on va se dire, en fait, on est juste sur un projet avec des joueurs qui sont pas là. Tu peux pas avoir 3 inconnus. Je suis très mauvais en maths, moi. Quand il y avait une inconnue, je t'ai perdu. Quand il y en a 3, je sais même pas comment tu fais ce calcul. Donc, du coup, comment tu fais quand il y en a 3, ça me paraît extrêmement difficile. Et je rajouterai une dernière chose, c'est le problème pour eux, c'est qu'en plus, leur corps fort, là, il est techniquement sous contrat de jusqu'à minimum
2026-2027 parce que Brandon Miller et Mark Williams, c'est des contrats rookies, donc partons du principe qu'ils vont être prolongés. La première free agency, c'est celle de Miles Bridges dans 3 saisons du coup. C'est-à-dire que si tu veux jouer gagne petit, tu peux parfaitement pas toucher au projet pendant 2-3 ans encore. Donc voilà. Et je finirai là-dessus. Pour moi, par exemple, ça n'a aucun sens de trader LaMelo Ball parce qu'il a montré trop de choses quand il est sur le terrain. Mais est-ce que tu es pas dans un espèce de, je sais pas, dans un purgatoire, mais d'espoir cette fois-ci? Oui, un peu à la manière des Pels avec Zion, alors d'une autre façon, mais un peu dans le même type de temporalité. Et c'est bien parce que ça va amener, du coup, moi, mon équipe négative, et je mets des guillemets, des pincettes, diraient certains, puisque j'ai décidé de ne pas choisir d'équipe. Dans cette histoire, j'avais du mal, tu vois, tu entends parler, Ben, de choisir des joueurs, des équipes positives, négatives. Je trouve que ce deuxième quart de saison, on a cité quelques équipes, on a quelques inquiétudes, par exemple au niveau des Celtics, on a la chute des Warriors, et après, alors oui, les Hornets ne sont pas très bons, oui, les Wizards sont catastrophiques, les Raptors c'est compliqué, le Jazz évidemment, les Blazers ne sont pas bons, mais finalement, en fait on le savait déjà au premier quart, on le savait même déjà presque pour certains en tout début de saison. Donc finalement, les équipes qui voient le tank en ligne de mire et voient le fameux drapeau, cette fameuse capture de drapeau, tank et ne vont sans doute pas faire trop de changements, en tout cas qui iraient dans le sens de l'amélioration. Et pour le reste, c'est assez dense en cœur de conférence, alors de manière différente. Hein, l'Ouest et l'Est, je ne les mets pas au même niveau, mais en tout cas, il y a une grosse concurrence. Les équipes s'intervertissent assez vite. Sur une série de victoires, de défaites. On aurait pu parler des Sixers, mais il y a le fameux podcast 76. Je vous invite à aller écouter Matt et Amine, qui en ont parlé en long, large, en travers. Mais globalement, voilà, peu de surprises sur cette deuxième partie de saison. C'est un peu ça que j'avais envie de mettre en avant, c'est qu'on est dans ce... Et c'est vrai qu'on en parle des fois, Ben, je veux bien ton avis là-dessus, de ce moment de la saison, ou même nous, du côté podcast, où il y a peut-être une petite baisse, alors d'intérêt, c'est un grand mot, mais on se dit, le bateau, on a vu la direction au bout de 20 matchs, et maintenant, on suit la direction pendant quelques matchs avant de retrouver un peu plus d'entrain dans la deuxième partie de saison. Ça va paraître un peu paradoxal après la séquence sur les Rockets, mais référence football américain, je suis obligé d'en faire une par podcast ces derniers temps. Il y a un moment de la saison, il y a toujours au début de la saison où, je sais pas, une très bonne équipe perd 3 matchs et ils disent « mais c'est la meilleure équipe à 1-3 de l'histoire ». Il y a un peu ce mème des fois sur les réseaux sociaux et il y a un moment où certains analystes vont dire « tu es ce que ton bilan dit » en fait. Et là, on est vraiment, les équipes sont ce que leur bilan disent d'elles-mêmes et je dirais même, les équipes sont ce que leur point differential, leur net rating disent d'elles. Et en fait, quand on regarde sur la séquence, il y a 4 équipes à moins 10. Alors, pour ceux qui sont peut-être pas très au fait des stats avancées, c'est catastrophique. Tu les as cités, Portland, Washington, Toronto, Brooklyn. Voilà. Donc, clairement, le temps qui est sorti pour certaines de ces équipes qui ont du coup en cumulé gagné sur la séquence. Quand on est aux alentours de 20% de victoire. Mention spéciale aux Raptors qui sont passés à ça d'être mon équipe négative, mais j'aime trop Scottie Barnes pour les mettre. Donc, du coup, ils peuvent dire merci à Scottie Barnes parce qu'ils ont quand même fait un 3-16 sur la séquence qui est ignoble. Bref. Belle paire. Belle paire. Bon, ils ont des blessures aussi, donc on va les excuser. Mais oui, on a un moment de la saison où ça solidifie. En fait. Et puis, il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est un cas de quart bizarre parce qu'avec les événements à Los Angeles, il y a des matchs qui n'ont pas été joués, il y a un calendrier qui a été remodelé. Donc, peut-être qu'on aurait eu plus d'éléments s'il y avait, s'il y avait malheureusement pas eu ça pour les habitants de Los Angeles. À ton avis sur ce deuxième quart sans surprise, même si on l'a dit, il y a quelques déceptions. Après, peut-être que c'est mon point de vue aussi de fan des Bulls, comme je le disais tout à l'heure, où genre les saisons se suivent et se ressemblent, et arrivé à ce moment-là de la saison, on est là, rebolote, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, c'est vrai que de toute façon, les net ratings, on le dit souvent, il faut attendre pas loin de la mi-saison pour s'y fier. Et je pense que là, on arrive dans cette réalité-là, tout simplement. Et pour faire le parallèle, ce que tu disais, où on a 4 équipes à moins 10, on a aussi, alors c'est à plus 5, mais on a 6 équipes qui sont au-delà de plus 5 de net rating. Je me demande si c'est pas la première fois. En tout cas, moi, ça m'a sauté aux yeux quand j'ai vu ça. Il y a New York, Houston, Memphis, Boston, Cleveland et OKC. Et on a même 2 équipes au-dessus de plus 10. Je pense que c'est rare, à mon avis. Mais sur la séquence, sur la séquence du DH20, ils sont chez Cleaning de glace. Ils sont à plus 14,9. Ça n'a aucun sens. Je prends ma séquence, c'est plus 15.3, parce que du coup, je viens de l'ouvrir. En plus, sur ta séquence, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Oui, non. Donc, plus, quand tu sais qu'ils n'ont pas de Chet Holmgren, c'est vrai que c'est...
C'est terrible. C'est une Ah, sacrée Constant va pas performance. vouloir qu'on en parle parce qu'il va dire vous allez porter l'œil et tout, etc. Constant qui a évolué. Tiens, on va faire un psychanalyse de Constant quand il est pas là. Il commence à admettre le fait que peut-être OKC serait de team to beat. On va faire un anglicisme terrible à l'Ouest. Genre peut-être qu'on est favori à l'Ouest. Peut-être. Hein. On a 6 victoires d'avance sur le deuxième de la conférence et on a plus 15 sur la séquence. Mais peut-être. En parlant de porter l'œil, vu que tu l'as cité rapidement, c'est vrai que Memphis aussi se sort un peu de ce deuxième quart de saison de manière un peu miraculeuse et fait partie de ces équipes en net positif. Donc voilà, un petit shout-out aux fans des Grizzlies et à Tom. Du coup, comme ça, on aura pratiquement cité tout le monde. Ouais. Du côté de Kyo, je crois qu'il manque Madiane et on a fait le tour. Et ben, du coup, les Knicks, c'était les Knicks, hein, du coup, donc Madiane est content. Ah non, il joue trop bien pour que Madiane soit content. Oui, mais voilà, ouais. Non, mais tout simplement, oui. Et dernier petit point aussi, c'est peut-être la période où il y a des petites blessures. C'est pas l'hécatombe comme il y a 2 ans, mais il y a quand même des blessures à droite à gauche qui font que je pense qu'on est patient vis-à-vis de certaines équipes qui peut-être sous-performent. Genre, je pense à Dallas sur la séquence. Dallas est pas au standard attendu, mais il y a pas Luka, donc tu fais quoi? Enfin. Et comme tout est dense en termes de victoire aussi des deux côtés, les équipes qui ont des blessés, on n'a pas envie de les enterrer tout de suite parce qu'on dit quand ça va revenir, tu fais une série de 3-4 bons matchs et hop, tu vas remonter vite dans ton classement. Donc effectivement, voilà, on est peut-être un peu plus clément pour cette mi-saison, mais il faut aussi. Il faut aussi. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs. C'est bon pour vous, c'est bon pour moi aussi. En plus, on arrive à peu près, on est dans les temps. Voilà, c'est ça ce que permet ce dernier point de ne pas avoir d'équipe. Au moins, on ne tournera pas 10 minutes sur une équipe, on sera dans les temps. Donc, on arrive à l'heure et demie. Merci évidemment une nouvelle fois à ceux et celles qui nous ont écoutés jusque-là pour ce deuxième 4 quarts. J'espère que vous avez apprécié cette première moitié de saison NBA. Je ne sais pas si vous êtes des aficionados du All-Star Game, je le laisse à ceux pour qui c'est le cas. Évidemment, du côté de Dunk Hebdo, on se retrouvera dès la semaine prochaine, a priori, que ce soit sur les plateformes de podcast, sur YouTube ou sur Twitter. Et merci à tous. Merci Ben, merci Matt. À la prochaine. Merci Adrien. Salut. Ciao.